Donc en gros, celui qui se les gèle vraiment, c'est Nicolas. C'est ça. C'est ça. Mais à Paris, Ah, moi. il fait 0 quand même là. Mais Je crois ouais. que 0, il espère 0 qu'il pour, fasse 0. voilà. 0 Ouais, pour toi. moi, Jamais je suis en t-shirt, moi, 0, tu sais. Ok. Bon, pardon, j'arrête mes digressions. C'est parti quand tu veux. Ben voilà, c'est parti. Je t'ai enregistré Super. déjà. Donc bonsoir, bienvenue dans la deuxième tentative d'enregistrement du premier podcast de l'année 2016 de Monsieur Série and Friends. Alors, ce soir, on a Elodie avec nous. Oui, bonsoir. On a Nicolas, alias Dr Seri, avec nous. Bonsoir tout le monde. Et en train de manger sa salade, on a Pierre Langlais, Monsieur Série, Mister Série plutôt, donc de Télérama. Bonsoir, merci de m'accueillir. Mais il n'y a pas de problème. Et pour éviter toute confusion, on va m'appeler Fred, voilà, Frédéric. Je vais devoir dévoiler ma vraie identité à tout le monde. Alors, donc ce soir, c'est une émission actu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un thème global. On va parler de l'actu bouillante qu'il y a depuis le début janvier. On va aussi parler de nos coups de cœur et coups de gueule depuis les quelques dernières semaines. Et on va aussi discuter un peu plus longuement de cette rentrée de la mid-season qui est juste folle par rapport à la rentrée normale des séries où là on s'ennuyait un tout petit peu. Je vais donner la parole à Elodie qui a préparé ses devoirs pour une fois et qui va nous parler un petit peu d'actu. Qu'est-ce qu'elle a retenu? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Fargo, la presque bonne nouvelle. On va commencer par la bonne nouvelle, c'est qu'elle revient pour une saison 3. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne sera pas avant 2017. La raison invoquée, c'est que Noah Hawley, donc le showrunner, a dit que c'était une série hivernale et qu'il n'aurait pas fini la production de la saison 3 avant cet hiver. Donc on est obligé d'attendre l'année prochaine. On sait aussi que cette saison 3 se déroulera en 2010 et que peut-être on reverrait un personnage qu'on a déjà vu dans les 2 premières saisons. Mais comme en fait c'était au TCA, le président de FX a dit que, bon voilà, c'est des informations, mais il est capable de changer d'avis au dernier moment, donc faut pas trop non plus s'accrocher aux bonnes nouvelles. Voilà, mais c'était une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est vraiment une série assez particulière et qui mérite d'être vue et surtout la deuxième saison, personnellement. Je sais pas si du côté... J'ai un mauvais réflexe, je lève le doigt tout seul comme un con dans mon salon, ça sert pas à grand chose. Non. Mais j'allais dire pour le côté hivernal, j'ai eu la chance à la fin de l'hiver, début du printemps dernier, d'aller sur le tournage à Calgary. Et ils étaient dégoûtés parce qu'il n'avait pas fait assez froid et pas assez neigé. Et si vous faites attention quand vous regardez la saison 2, vous vous rendez compte que en fait, il n'y a pas tant de neige que ça, quoi, comparé à la première. Et du coup, ils ont joué genre fin de l'hiver, début du printemps, mais les producteurs étaient un peu emmerdés. Ils disaient, en fait, apparemment, on a été limite obligé de foutre de la neige artificielle parce qu'il faisait trop chaud. Donc, le réchauffement climatique a une autre conséquence, c'est d'emmerder les producteurs de Fargo. Et Dr Seri, toi, tu regardes ou pas du tout? Toi qui fait froid, il fait frais chez toi. Ouais, moi le froid je connais bien. Mais la saison 1, j'ai pas du tout aimé, donc on va dire que je me suis arrêté au bout de quelques épisodes. J'ai commencé la saison 2 et je trouve qu'elle est beaucoup plus sympa, effectivement, beaucoup plus feuilletonnante et beaucoup plus, je sais pas, je trouve que les personnages qu'ils ont trouvés sont... Il y a un truc en plus qui me permet de plus m'accrocher à cette deuxième saison. C'est Kristen Dunst, c'est ça? Mais pas qu'elle, non, pas qu'elle. Franchement, dans l'ensemble, je trouve que les personnages qu'ils ont choisis dans cette deuxième saison est beaucoup plus représentatif de ce que j'aime, en fait. Donc, personnellement, je pense que je vais peut-être plus accrocher la deuxième que la première. Et d'ailleurs, si vous, sans vouloir spoiler, mais si vous avez aimé la petite touche de folie complètement absurde dans la saison 2 et un peu dans la saison 1, ça va continuer. Voilà. Je ne vais pas spoiler, mais ça va revenir. Mais j'ai un petit coup de cœur pour Jesse Plemons, donc forcément, je pense que je vais quand même regarder la série jusqu'au bout. Voilà, donc Fargo, il n'a pas une réputation
qu'on peut faire mentir, globalement, j'ai rarement vu des personnes détester absolument cette série, à part ceux qui ne l'ont pas vue. Et ceux qui étaient fans du film des frères Cohen, moi j'ai 2-3 collègues qui ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent admettre complet. C'est-à-dire qu'ils peuvent admettre que c'est peut-être une bonne série, mais ils ne veulent pas voir. Alors le problème c'est que la saison 1 est quand même vraiment truffée de clins d'œil, la saison 2 aussi, mais il y a vraiment du plan pour plan, il y a des choses qui sont vraiment reprises de façon très, très proche du film, et ça ils peuvent pas, eux, ils trouvent que c'est presque souiller le film des frères Cohen. Or, il n'y a pas plus bel hommage au film des frères Cohen que cette série. Mais bon, je peux comprendre leur réticence. Mais d'ailleurs, c'est voulu qu'il se rapproche vraiment très près de l'œuvre de Cohen, et c'est pour ça que quand il dit qu'il va continuer à, bon voilà, sans vouloir toujours spoiler, mais quand il dit qu'il veut continuer à insérer des événements soi-disant l'œuvre de Dieu, tout ça, c'est vraiment pour tomber dans l'improbable du genre des frères Cohen. Mais je pense que de toute façon, pour beaucoup de personnes, dès qu'on a une adaptation, que ce soit d'un livre ou d'un film qui a marqué, on a toujours un petit blocage, et on pourrait faire les meilleurs hommages possibles. Ça sonnerait peut-être faux pour certains, et pour d'autres, justement, ils adoreraient voir le clin d'œil ils ont recopié le plan, ils ont refait ça. Je pense que c'est vraiment, ça dépend des personnes et de leur affinité avec le genre de l'adaptation, en fait. J'ai une peine infinie pour les fans du bouquin The Leftovers qui ont même pas regardé la série parce qu'ils veulent pas gâcher le plaisir du bouquin. Triste pour eux. Mais enfin, je suis sûr qu'ils sont très peu nombreux et qu'ils ont bien conscience qu'il faut voir la série, absolument. Ben voilà. Bon, je viens d'apprendre qu'il y avait un livre Leftovers. Ah oui, à la base, c'est un bouquin de Tom Perrotta qui s'appelle Les Disparus de Mapleton en français. Il existe en français. D'accord, bon ben voilà, je vais avoir un truc de plus à lire. Merci bien. En plus des séries qu'on rajoute à chaque fois qu'on fait un podcast, on rajoute des livres maintenant. Bon, tant qu'à faire. Alors, par contre, Docteur Série, Nicolas, je sais plus, je suis perdu maintenant. Comme tu Toi, de ton côté, je pense qu'il s'agit des Critics' Choice Awards. Ouais, moi je vais refaire un petit tour sur les Critics' Choice Awards parce que on avait eu l'occasion, pour tout vous dire, parce qu'on est comme ça, on va tout leur dire, lors de l'enregistrement de dimanche, bon, il n'y avait pas eu encore les résultats des Critics' Choice, et donc j'avais fait un peu un bilan de ce qui s'était passé des Golden Globes, mais là maintenant on va parler donc des Critics' Choice Awards, qui pour moi sont le reflet de ce que vraiment j'aurais voté. Je trouve que vraiment il y a des très très belles. Je pense que tout le monde en a eu pour son compte. On va rapidement donc faire un petit récap de ce qui s'est passé pour la télévision. La meilleure comédie donc a été le meilleur acteur pour la comédie, c'est Jeffrey Tambor pour Transparent. Je suis très content pour lui. Rami Malek a gagné pour Mr. Robot sa statuette. Alors ça, c'était pour moi la plus grosse injustice des Golden Globes. Et là, je suis tellement content qu'il l'ait eu. Voilà, c'est vraiment magnifique. Bon, il y a notre actrice Rachel Bloom pour Crazy Ex-Girlfriend qui a aussi gagné sa statuette. Donc ensuite aussi, meilleur drama, Mr. Robot, et meilleure comédie, Master of None. Là, je suis très content aussi parce que c'était aussi inoublié des Golden Globes. Donc voilà, rapidement, c'était le petit tour d'horizon pour les Critics' Choice Awards. Et j'espère quand même que pour l'année prochaine, on fera un show un peu moins long parce que c'était terriblement longué. Voilà. Ah bon, je tiendrai juste à ajouter un truc, pardon. Pour Rami Malek, je suis complètement d'accord, super, magnifique performance. Un acteur, il fallait juste qu'on lui file le bon rôle pour qu'il perce. Dans The Pacific, il était déjà tout à fait hypnotique. Il avait déjà une puissance à l'écran. Et là, le voir dans Mr. Robot, c'était assez impressionnant. Ceci étant dit, donner un prix à John Hamm, quel que soit le prix, n'est jamais vraiment une injustice. Parce que c'est quand même, il a quand même eu un des plus grands rôles de l'histoire des séries, à mon sens. Et oui, Rami Malek, il en aura 42 des prix, il est jeune. Mr. Robot, ça va durer, ça va cartonner. Donc moi, j'étais pas, autant les Golden Globes, c'est une demi-plaisanterie, parce qu'ils remettent certains prix, pourtant des séries que j'aime bien, type Mozart in the Jungle, c'est très sympa, mais faut pas abuser non plus. Autant John Hamm, je dirais toujours que c'est mérité, quelle que soit la situation. C'est quasiment mot pour mot ce que j'avais dit pendant le premier enregistrement, c'est que là c'était plus le Golden Globes pour
pour l'intégralité de Mad Men, pour sa performance tout le long, et que justement Mr. Robot a encore la possibilité d'avoir des prix, alors que là c'est terminé. Et puis John Hamm, avant qu'il refasse un rôle de ce niveau-là, on va peut-être attendre un petit peu, parce que je pense qu'il va faire autre chose, il va tester des petits trucs, comme dans Wet Hot American Summer sur Netflix dernièrement, entre autres. Donc c'est ce que je disais, vraiment, c'est tout à fait mérité. Même la mère de Rami Malek le dit que c'est mérité. Donc on peut rien dire. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un peu de côté. Moi je le disais parce que moi ça m'avait quand même ça m'avait embêté quand même. Parce que oui, donner un award pour effectivement ton travail effectué sur des années, je pense que la série elle avait déjà été assez primée comme ça. Voilà, je pense que cette année c'était quand même l'année de Rami Malek. Et c'est bien de lui en avoir donné. Je sais pas si lui, l'acteur en lui-même avait eu tant que ça de récompenses. Je pense que c'est la série qui a eu des récompenses, mais lui... Il avait déjà un prix, il avait déjà un Golden Globe, c'est son deuxième. Il y avait eu 2 Golden Globes sur l'ensemble de la saison de la série, pardon. Voilà. Mais ceci étant dit, je pense que le Golden Globe à John Hamm, alors je suis pas dans la tête des votants des Golden Globes, mais les Golden Globes, ils ont tellement cette manie de créer la surprise et de vouloir absolument récompenser les outsiders, qu'ils essayent quand même d'en balancer 2-3 comme ça dans la liste qui sont... où il y a un consensus, quoi. Et s'ils avaient fait Rami Malek, etc., on aurait fini par leur dire, bon, écoutez les mecs, si vous récompensez que des saisons 1, que des trucs qui sont lancés depuis pas longtemps et tout, maintenant, où est l'équilibre? Enfin voilà, je pense que mettre un prix à John Hamm, c'était aussi dire, on sait aussi être posé, récompensé sur la durée. Voilà. Reconnaître sur la durée, je comprends, mais... ne pas récompenser seul sur Mars comme une comédie, quoi, bien sûr. Aussi. Le running gag, quoi. C'est clair. Donc tu disais ? Non, mais moi je pense, je suis pas totalement d'accord quand même, parce que je pense que c'est un truc qui revient tous les ans, donc à partir du moment où ça revient tous les ans, faut juger sur le moment présent, faut pas juger uniquement sur les 4 dernières années ou les 5 dernières années, parce que effectivement, si tu juges sur les 10 dernières années, alors oui, là le choix il est incontestable, et bravo, quoi. Et je m'agenouille, mais parce que ce mec a fait un truc qui est incroyable. Mais c'est un prix qui revient tous les ans. Donc, à partir du moment où ça revient tous les ans, tu fais table rase, tu mets les compteurs à 0, et là, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé cette année et qui mérite vraiment. Et sur la dernière saison de Mad Men, je pense pas que la performance soit à la hauteur de Rami Malek, voilà. Ouais, mais je pense aussi que là, ils ont des DVD et des Blu-ray à vendre. Et un Golden Globes en plus sur la pochette, ça fait bien. C'est sûr. T'oublies ce côté marketing aussi, parce que sinon, à ce moment-là, Netflix aurait eu des Golden Globes aussi. Ou alors, il faut inventer un nouveau prix, prix du meilleur acteur pour l'ensemble de sa série, ou un truc comme ça, et là, il aurait sa place, peut-être. Ah, oui, mais on pourrait faire plein de choses, mais on serait jamais content à 100%, comme je le disais. C'est une remise de prix, donc il y a toujours un moment où il y a une personne qui va dire « Oui, mais j'aurais préféré que ce soit lui, que ce soit elle. » Ah bah forcément. Donc à un moment donné, il faut juste accepter un peu les choses, et pour nous, ça veut pas dire grand-chose, c'est plus du côté commercial que ça veut dire beaucoup. Golden Globes, on voit bien avec justement Crazy Ex-Girlfriend, qui là faisait des audiences correctes, risque d'avoir un petit sursaut. Je sais pas si ça va durer sur la longueur, mais en tout cas, ça permet d'avoir une petite visibilité. Ce dont John Hamm n'avait pas forcément besoin. Ça en a forcément une grosse, parce que moi, je vais te dire, on va prendre mon cas personnel, qui est pas forcément une généralité, mais je veux dire, moi, c'est une série que j'ai mis de côté volontairement, parce que je me suis dit, je vais la regarder après, j'ai pas le temps pour ça. Là, je me suis dit, waouh, la fille, elle a quand même 2 awards. Bon, allez, ma chérie, ce soir, on regarde la première saison, et puis on se fait les 8 premiers épisodes pour se faire une idée, quoi. Alors que j'ai cassé les pieds de tout le monde avec, et il a fallu 2 prix pour que... Ça va être la même chose avec... Non, ça n'a pas été la même chose avec Angie Tribeca, dont on parlera plus tard. Non, là, il a juste me fallu 5 minutes pour me convaincre. C'était très rapide. Et de ton côté, Pierre, tu as une news qui, dernièrement... Oui. Bah, moi, j'ai pensé à un double news qui est tombé en même temps pour Laetitia et tout. Alors, je suis désolé, j'ai un peu pété l'ambiance, parce que ça doit être une déformation professionnelle, mais j'ai tendance à bien aimer de parler des trucs qui fâchent et pas seulement des trucs qui rendent joyeux. Mais évidemment, alors c'est une annonce qui n'en est pas une, mais c'est une confirmation, c'est une double annonce de Fox, arrêtons de mettre là devant, qui dit que Prison Break va bien revenir. Donc la première Walker, deuxième annonce d'un pilote pour
un spin-off de 24 heures chrono sans Jaco. Alors déjà 24 heures chrono avec Jaco, ça devenait difficile parce qu'il y a un moment où une série elle est finie, arrêtez de les faire revenir en permanence. Ouais. Donc ça c'est un petit peu le coup de gueule de tout le monde, hein. Je suis pas très original mais j'aimerais juste un jour, je voudrais croiser Tim Kring et lui dire en off, raconte-moi ce qui s'est passé pour qu'un mec chez NBC te dise vas-y on va repérer Rose. Mais qui a eu cette idée quoi? Non mais sérieusement, personne ne leur avait demandé. Et pourtant, je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé au moins le début de Heroes et qui avaient une sorte d'affection même pour les dernières saisons qui étaient pourtant ratées. Et qui globalement a de l'affection pour ce mec qui est Tim Kring, qui fait pas des séries tout le temps géniales, voire plutôt bancales, mais qui pourtant véhicule des idées, des choses, une vision du monde qui peuvent être assez réjouissantes. Mais alors bon, Heroes déjà c'était pas la peine, mais Prison Break, et en plus ils vont nous trouver une... Non mais il y aura une excuse pour nous expliquer, attention spoiler, que Scofield n'est pas mort, ou que en fait ils vont nous dire que c'est un préquel ou un truc comme ça, enfin je sais pas ce qu'ils vont nous inventer, mais Prison Break c'était fini à la fin de la saison 1, la saison 2 pour ceux qui aimaient rigoler, et à partir de la 3 c'était un supplice. Donc, et puis alors, 24 heures chrono sans Jack Bauer. Les mecs, faut arrêter quoi. Déjà la tentative. Dans ce cas-là, vendez des chaussettes 24 heures chrono quoi. Mais pourquoi faire une nouvelle série? Enfin, je comprends pas en fait. Là, je veux dire, autant que Twin Peaks revient, yes, il y a pas de problème. C'est une série qui a été courte, qui mérite un développement supplémentaire. Que X-Files revienne. Déjà, je suis un peu plus... Voilà, bon, là aussi, il n'y avait pas eu de fin comme tout le monde voulait l'avoir, donc why not? Mais déjà, ça paraît un petit peu tiré par les cheveux. Mais alors, Prison Break, que personne n'a demandé à voir, pour moi, c'est du même niveau qu'Heroes, et puis 24 heures chrono, soit ils font une dernière série où Jack Bauer, il se fait buter à la fin pour que ça soit réglé, mais qu'ils nous inventent pas une autre histoire, un spin-off, qui est juste un prétexte pour vendre une marque. C'est ça. Et ça, moi, je trouve ça super triste, parce que... des scénaristes qui ont des idées fraîches, il y en a forcément quelque part, plutôt que d'essayer de recycler à l'infini des concepts et des choses qui ont été... J'ai adoré Prison Break, j'ai adoré 24 heures chrono. Je veux dire, ma passion des séries, 24 heures chrono, ça a été un des déclencheurs. J'ai kiffé 24 heures, mais après, ça suffit, quoi. Retraite, fini, Capitos. Mais j'ai l'impression, après je fais un parallèle avec... j'ai beaucoup travaillé dans le monde du jeu vidéo, mais c'est le genre de licence, c'est des choses où on paye un droit, on paye des droits pour pouvoir utiliser on va dire telle histoire, telle licence. J'ai l'impression que là, Fox s'est dit... Bon, alors 24 et Prison Break, on est sur le point de terminer le contrat, vite, il faut faire quelque chose qui rapporte un peu d'argent. Et je sais pas, j'ai l'impression de ce truc-là, il y a eu ça avec je sais plus quel jeu, je crois que c'était Tony Hawk, ils ont fait une bouse infâme juste parce que en novembre ça se finissait et il fallait qu'ils sortent un truc. Et je sais pas si on peut faire un parallèle comme ça à ce point-là avec le monde des séries, mais ça m'étonnerait pas. Bah, je sais pas, j'en doute, je pense que les droits leur appartiennent et pour sans doute plus longtemps que ça, mais je pense plutôt que c'est un reflet de la peur qui règne à la télévision américaine de prendre des risques, de lancer de nouvelles choses, et on veut capitaliser sur la nostalgie des gens, c'est la mode. Je veux dire, regardez, on se sape comme dans les années 80, on porte la barbe comme dans les années 70, enfin voilà, il y a un moment où c'est cyclique, et les séries télé, ils sont en train de se faire un cycle à fond la caisse, plutôt que de vraiment laisser les choses se renouveler et de faire revenir la fête à la maison, quoi. Enfin, what? Oui. Ben oui, effectivement. Mais ça, la nostalgie fait vendre. Et le pire dans 24, je crois que c'est le titre Legacy. C'est le truc que tu sors du chapeau quand t'as pas un titre, quand tu veux faire une suite d'un film pourri, quoi. C'était celui avant, c'était quoi? C'était Live or Die, c'est ça? Live Another Day. Live Another Day, voilà, je mélange avec les James Bond maintenant. Ça ressemble vraiment à James Bond, ouais. Oui, en plus, voilà, c'est Die Another Day, là c'est Live... Ah, je viens de comprendre. Voilà, ça fait un peu Die Hard, quoi. Oui, oui, en plus. Le Die Hard. En même temps, la franchise Die Hard, elle a pas... moi, le dernier Die Hard, je l'avais trouvé franchement naze, mais bon, il y en a qui ont adoré, donc quand même. Le tout dernier... D'ailleurs, il y en a un nouveau, il y en a pas un nouveau en préparation, là? Si. Et tu vas voir que juste après, il va y avoir une série. Ah non. Porte à la poisse, s'il te plaît. Attends de voir Rambo d'abord. D'abord, on va voir la série Rambo, et après on parlera de Die Hard. Ah, je l'avais oublié, celle-là. Je sais pas, plus proche, il y a Rush Hour. Hein. Oui. Ah oui.
Le 30 mars, hein. Bon, on va juste peut-être attendre ça. Il y aura l'île fantastique, ça c'est encore pire. Oui, bon, on va arrêter parce que tu sais très bien que ce podcast, à chaque fois qu'on dit ah ouais, tu te souviens de cette série-là, hop, il y a un reboot qui est annoncé 2 jours après. On va faire gaffe à ce qu'on dit quand même. Ouais, je pense. C'est plus sage. Oui, c'est beaucoup plus sage. Moi de mon côté, bon bah je vais pas réinventer ce que j'avais sélectionné la dernière fois, c'est l'annonce un peu transmédia, comme ils aiment bien dire, pour vinyle sur HBO avec toute la partie musicale niveau marketing. Ils annoncent que 2 jours avant l'arrivée, donc le 14 février de la série, il va y avoir une compilation des musiques, de certaines musiques qu'on entend dans la série, avec des reprises par d'autres groupes, par d'autres artistes comme Chris Cornell, Charlie Wilson, Iggy Pop et bien d'autres. Donc ça c'est très très bien, ça sera vendu en vinyle, en CD et ça sera disponible de façon numérique. On arrête de digital c'est pour les pouces. Et alors, surtout, après chaque épisode, à chaque fin d'épisode, toutes les musiques qui se trouvaient dans l'épisode seront disponibles aussi de façon numérique. Et en toute fin, on se retrouve avec encore un autre vinyle CD avec le reste des chansons. Donc là, bon, bah, si la série de Martin Scorsese et Mick Jagger maintient la qualité des musiques de l'époque, ça peut fonctionner, je pourrais marcher totalement à aller chercher, essayer de retrouver les vinyles, même si c'est vendu en import. Ah bah c'est sûr, ça sera toujours mieux que Glee, hein. Merde, ça y est, je vais me faire des copains, moi. Musicalement, je veux dire, au moins musicalement, Oui, ça sera toujours mieux que Glee. Oui, bien sûr. Parce que j'ai beaucoup aimé en tant que guilty pleasure Glee, mais là, faut quand même reconnaître que musicalement, je pense que ça va être quand même meilleur. Ou alors s'il se plante, mais je pense que là c'est la mort totale de la série, quoi. Ils n'ont pas intérêt à se planter là-dessus. Si c'est DJ Mick Jagger qui est au platine, j'espère qu'il va y avoir du bon son quand même, sinon on peut se désespérer. Hein. Ouais, un peu. Oui, il est un peu derrière avec d'autres artistes et dont son fils dans le faux groupe qui se trouve dans la série, qui reprend certaines musiques. Et il y a du bon, il y a du très très bon. Donc je sais pas si de votre côté ça vous parle ou on peut passer à autre chose. Non, mais complètement, mais après faut pas oublier que HBO avait quand même sorti, si je dis pas de bêtises, une compile rap inspirée de Game of Thrones. Ouais. On l'a un peu oublié ça quand même. Mais bon voilà, je préfère ce genre de marketing là qui peut-être pourra sortir sur du bon son que juste des mugs et des voilà, c'est pourquoi pas. Ça prolonge l'expérience, c'est l'avantage. Enfin, je pense, voilà, déjà rien d'avoir une playlist de façon numérique, que ce soit sur iTunes, Spotify, Deezer et autres, c'est déjà très très bien. Après, si y a le côté vinyle, bon bah voilà, c'est le côté hipster qui est en moi qui aime ça. Hein, ça fait un bel objet collector quand même. Oui. Bon, mais on risque d'avoir le gros problème de ce n'est vendu que de façon en import, avec des frais de port qui vont être 3 fois plus chers que le vinyle lui-même. Bon. Et ben tu vois, ça te fait l'occasion d'aller au Comic Con de San Diego. En même temps, tu passes chercher ton vinyle et puis voilà, c'est rentable. T'as une idée de la rentabilité qui dépasse un peu. Ça te fait quand même le vinyle à 1500 €, ça fait cher le vinyle quand même. Hein. Mais bon. Ouais, autant, c'est ça, c'est autant acheter quelque chose qui est en vinyle, c'est beaucoup moins cher, je pense. Donc voilà, ça c'était mon petit truc que j'ai retenu, parce que après, oui, des renouvellements un peu dans tous les sens, Unbreakable Kimmy Schmidt qui n'est pas encore arrivé en saison 2, qui se trouve déjà avoir une saison 3. Bon, ça c'est le genre de choses qui font un peu plaisir, beaucoup plus que les remakes et les reboots. Après, on va attendre de voir la saison 2 avant de crier victoire. Et puis quand même, si je peux juste boucler ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait réticent à ce que la nouvelle saison de Prison Break soit géniale et à ce que 24 Heures Legacy, si un jour existe, me surprenne. Voilà, je ne suis pas fermé d'esprit. Et sur le papier, je ne suis pas fan. Pour 24 Legacy, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils arrivent à nous surprendre, vu qu'ils partent vraiment de normalement zéro en gardant un peu le concept, que Prison Break en revenant avec des personnages qu'on connaît, des personnes qui sont censées être mortes depuis plusieurs fois. Déjà rien que le petit truc direct to DVD là, qui était une catastrophe à pleurer, c'est pas rassurant. Non.
Non, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Alors, je pense que même si on leur demande, ils trouveront toujours une réponse très bateau qui dit vous savez, les fans l'ont demandé à corps et à cri. Et en parlant de fans qui demandent à corps et à cri, j'ai lu tout à l'heure que selon Tiffany Amber Thiessen, il est très très peu probable qu'il y ait une réunion des Sauvés par le Gong. En même temps, il y en a un qui est en prison. Screech il est en prison. Elle fait une émission de cuisine. Voilà. Il y a très peu de chance. Et puis bon, un retour. Ils en ont déjà fait quelques-uns de retours déjà Non, mais de suite. est-ce que les gens, la nostalgie, faut pas que ça rende les gens aveugles, hein. Avec une collègue, Charlotte Bloom, qui bosse sur OCS en France, Oui. on s'amuse à faire de temps en temps ce que je poste sur mon blog de Télérama, un truc qui s'appelle On a revu le pilote. Ah, Et on revoit des vieux pilotes. Oui. Et après, on commente en rigolant. Enfin voilà, c'est un truc qui se veut un peu de second degré. Mais on a revu le pilote de Sauvé par le Gong il y a quelques temps. Ça fait mal. Et ça fait très très mal. C'est Oui. pas drôle du tout. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Le Prince de Bel-Air, c'est marrant. Le Oui. Prince de Bel-Air, le pilote, il est génial. Mais alors celui de Sauvé par le Gong, et puis celui de La Fête à la Maison, enfin, je veux dire, ça se voit bien qu'on avait 10 ans quand on l'a vu, enfin moi personnellement. Parce que là, revoir ça, c'est ah ouais, Oui. c'est quand même, voilà, c'est nostalgique, mais c'était pas des bonnes séries, quoi. C'est très drôle C'était- que tu parles de ça, justement, de cette rubrique, parce que pour cette année, justement, j'ai prévu un petit quiz à la fin qui permettra aux gagnants de choisir un pilote au hasard que tout le monde ici devra regarder. Et voir si finalement c'est toujours très très bien, ou si c'est nul, ou même si on n'avait pas aimé à l'époque, si on aime maintenant. Donc on risque, ouais, comme pour Sauvé par le Gong, de souffrir. Déjà rien que pour retrouver en fait une source, une VHS. Ah, il y en a DVD. plein qui sont sur YouTube, hein. Il y a plein de gens qui sont fous. Ces pilotes-là, on les trouve assez souvent sur YouTube, étrangement. Alors, c'est pas de très bonne qualité, il n'y a pas de sous-titres, mais pour ceux qui sont anglophones, en cherchant un peu sur YouTube, on trouve quelques-uns de ces pilotes-là. Et d'ailleurs, ce pilote de Sauvé par le Gong, juste pour un peu digresser, revu en VO ou en VF? En VO. Ah, parce que moi j'ai vu en VO et en VF. Ouais. Alors le VO c'est un supplice, la VF j'avais envie de m'arracher les oreilles et de les manger. Donc parce que en plus de ça il y a les rires enregistrés qui sont, mais je pense que la personne elle s'endort sous le bouton de temps en temps. Ah oui. C'est une catastrophe. On la retrouve aussi sur YouTube assez facilement, hein. Donc bon, après si vous voulez souffrir pendant pourtant ça ne dure que 20 minutes. Mais on souffre. Par contre, j'ai revu il y a très peu, pour terminer là-dessus, c'était le Parker Lewis. Ah oui. Ça a vieilli. Ça vieillit aussi, ouais. Ça a vieilli. Ça reste sympa, mais c'est moins grave que Sauvé par le Gong, mais ça a un peu vieilli. C'est dommage. C'est nous qui avons vieilli. Non, c'est les autres. Les autres vieillissent. Et nous, on continue. La vieillesse n'existe pas. Mais après, tu as des séries, comme par exemple, moi j'étais fan dans mon enfance des années coup de cœur, donc de Wonder Years, et j'ai eu l'occasion, dès que le DVD est sorti, dès qu'ils ont sorti le collector, j'ai sauté dessus. Et ça, Ouais, pour le coup, comme c'était déjà une série qui faisait vieillotte quand tu la regardais dans les années 85, Ouais. tu la regardes aujourd'hui, finalement, elle a pas ce côté, ça a vieilli, parce qu'elle représente pas l'époque années 85, tu vois ce que je veux dire, comme Parker Lewis, ou comme Sauvé par le Gong, quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai pu replonger dedans facilement et me dire waouh quoi, waouh. Et pour revenir juste une seconde sur le côté la nostalgie est vendeur, je pense qu'aujourd'hui on est dans un schéma où économiquement les chaînes elles se serrent la ceinture. Oui. Donc clairement ce ne sont plus les créatifs qui sont au pouvoir. Et donc, ce sont les gens qui ont un peu le pognon, mais qui ont du mal à le lâcher. Et eux, ils vont fonctionner sur des principes de courbe qui sont clairs et nets. C'est attends, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, ça peut marcher, ça peut marcher. Regarde, tout le monde parle de ça. Allez, hop, on y va. On fait des reboots dans tous les sens, et puis on reprend des vieilles séries. Et voilà. Bon, parce que aujourd'hui, c'est cet effet de mode qui parle. Mais le gros problème, on en a parlé un petit peu la première fois quand on parlait un petit peu de cette façon dont on a aujourd'hui de regarder les séries, c'est que le modèle économique de la série est à repenser
Et c'est pour ça que ces chaînes-là, les grosses chaînes, en tout cas les grosses networks américaines, parce que là, on parle exclusivement de ce qui se passe sur la Fox, NBC, ABC et CBS. Après, le reste, je pense que sur le câble, on ne verra jamais arriver trop de séries comme ça, quoi. La saison 3 de Twin Peaks. C'est un cas un peu à part. Mais... Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est un peu à part. C'est un peu à part. Et puis bon, Netflix, voilà, le retour de la fête à la maison qui est sur Netflix. Ouais. Donc je pense que personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Hein. Et puis justement, et là je vais clôturer les actus parce que je me souviens qu'on en avait parlé dans le premier essai, mais c'était quand même assez intéressant. Et c'est lié à ce qu'on dit, c'est le retour, le reboot, comme on veut, des Contes de la Crypte par le gars chiant. Hein le chiant comme la nuit, comme je disais, voilà, c'est ça. Celui qui danse une certaine danse, le twist, c'est ça? C'est ça. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on on a peur, mais pas parce que c'est un truc qui fait peur, on a peur de ce qu'il pourrait nous en faire. Après, encore une fois, on peut être très très agréablement surpris. Et ça, c'est aussi, ouais, c'est sur la chaîne TNT, donc c'est pas une chaîne... J'entends depuis tout à l'heure un truc, une espèce de perceuse. Ah, et ça s'entend, c'est ma machine qui passe en mode essorage. Ah, d'accord. Je vais fermer la porte. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui est en train de percer, je sais pas quoi. Sûrement pas Night Shyamalan qui est en train de percer. Donc voilà, ce qu'on en disait, je sais pas si vous avez envie d'ajouter quelque chose en plus de ça. Ben, c'est une série déjà qui, je trouve, on parlait de revoir, ça c'est une série qui a déjà vieilli, déjà quand on la regarde aujourd'hui. Moi je pense que la dépoussiérer ça peut être pas mal parce que ben, on en avait parlé aussi un petit peu, Master of Horror c'était pas une mauvaise idée. Donc à partir du moment où des jeunes réalisateurs viennent s'essayer et puis des jeunes scénaristes viennent essayer un petit peu de trois nouvelles choses, moi je dis pourquoi pas, parce que cette série elle est là pour ça, elle est là pour faire un petit peu ce qu'on aime bien, quoi, et puis s'éclater. Donc un peu ouais, moi j'encourage plutôt. Après, faut pas se prendre au sérieux et j'espère surtout que Night Shyamalan va pas se prendre au sérieux sur cette série et puis va vraiment déconner, quoi, parce que sinon on est très mal parti effectivement, quoi. C'est vrai que c'est le genre de série qui a du potentiel parce que tu peux en faire vraiment ce que t'en veux. Après, faut que ce soit entre de bonnes mains. Mais c'est vrai que ça... Comme je disais, ça peut être une porte d'entrée pour des réalisateurs, quoi, de nouveaux, pourquoi pas. Enfin, le Night chie à la banane, hein, comme tu dis, exactement, n'a pas fait que du bon. Describe his lower back tattoo. What do you call it? A shamrock? No. It's a butterfly with ivy. Wrong. It's a little unicorn. No, it's not that. No, I know it's not. It's a puppy dog. No. It's a four-leaf clover. Wrong. They're all wrong. It's a matchbox car. You're wrong. It's a picture of a sheep with the words, "That's what sheep said." Bon, alors, les mid-season, je pense on peut les appeler de toute façon comme ça, c'est le terme à employer. On débarquait, pour la plupart, je pense que c'était le 3 janvier, hein, juste après les fêtes de fin d'année, quand on avait le ventre bien rempli, l'alcool dans le sang. Le moment justement où on pouvait regarder un peu plus de séries, et on a eu quand même déjà pas mal pour ce mois de janvier qui n'est pas encore terminé. On a déjà eu 1, 2, 3, je vérifie, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on a déjà eu 12 nouveautés à l'heure actuelle sur 19 jours. Ça va, c'est un bon rythme. ratio là. C'est un bon ratio, sachant qu'il y en a encore quelques-unes qui débarquent après. On est, comme je l'avais dit, on est pas loin de la quarantaine de nouveautés d'ici juin. Bon, on n'arrivera pas à tout regarder, il y a des choses qui vont être plus courtes que d'autres, heureusement. Il y en a d'autres qu'on va sans doute abandonner, mais globalement, on va rester vraiment global, hein, je précise. Quelle est justement votre impression à chaud par rapport à ce début, qui pour moi est vraiment un début en fanfare pour l'année 2016. Je donne la parole à Elodie. Eh ben, je pense que on entre dans une très bonne saison. D'habitude, quand je regarde les pilotes, il y en a au moins la moitié qui partent à la poubelle. Et là, malheureusement, j'en ai gardé beaucoup, donc je vais encore passer mon temps devant mon écran. Et surtout, il y en a pour tous les goûts. Il y a de la comédie, il y a du drama, il y a de la science-fiction. Vraiment, faut vraiment être très difficile pour pas trouver son bonheur dedans, je pense. C'est ça, c'est comme je le disais dans le premier enregistrement, c'est que quelqu'un qui dit qu'il ne trouve pas une série pour lui à l'heure actuelle, c'est une personne qui n'aime pas les séries, je pense, tout simplement. Hein, parce que là, il y a
il y a moyen de trouver sur sur Netflix, sur les chaînes américaines, même sur les chaînes autres américaines, les chaînes françaises ont aussi pas mal de choses qui ont débarqué, qui vont débarquer. On a un choix un peu trop pléthorique peut-être. Il y en a beaucoup qui vont mourir là-dedans. Pas uniquement les séries fil aussi. On va retrouver des os devant l'écran. Voilà, c'est ça. On va avoir le petit bouton est-ce que vous regardez encore comme sur Netflix, mais pour toutes les séries. Ça va être très difficile. Je sais pas, toi, de ton côté, Pierre, ce que tu en penses de ce début. Ça dépend, on parle de quoi? On parle de celles qui ont déjà commencé ou de celles qui arrivent dans les semaines qui viennent? Là, déjà, par rapport à l'heure actuelle, donc on est le 19, par rapport à ce début où il y a déjà une belle dizaine. Ouais. J'en oublie peut-être, Alors, mais... Écoute, j'espère ne pas faire partie des gens qui n'aiment pas les séries, sinon j'ai raté ma vocation. Moi, pour le moment, il n'y a rien qui m'a suffisamment plu pour que je me dise que j'ai envie de voir toute la saison. Honnêtement, j'ai vu des choses intéressantes, j'ai vu des choses extrêmement mauvaises. Voilà, mais je suis en train de faire le tour en même temps que je te parle. Je suis en train de refaire le tour. J'ai vu des choses qui, d'un point de vue critique, sont pas totalement achetées, type les chroniques de Shannara, qui dans un genre particulier peuvent plaire. Je suis peut-être un peu vieux pour ces conneries, comme ils disent dans L'Arme Fatale. J'ai vu Colony qui mérite un deuxième épisode pour voir un petit peu où ça va, mais j'ai pas trouvé ça génial non plus. Billions, dont j'attendais beaucoup, m'a globalement assez déçu, même s'il y a de bonnes choses, mais j'étais assez déçu. Finalement, jusqu'à aujourd'hui, on va en reparler, il y a qu'une série dont le pilote m'a vraiment emballé, c'est Angie Tribeca, même si les épisodes suivants que j'ai regardés, alors j'ai pas vu toute la saison, je les ai trouvés sympathiques, mais nettement moins drôles que le pilote, qui était pour le coup un truc où je me suis fait mal aux côtes. Même chose sur Border Town, qui est donc la nouvelle production animée de Fox, de McFarlane, qui est plein de bonnes intentions, mais qui m'a pas complètement non plus emballé au point où un Family Guy ou un American Dad avait pu m'emballer. Donc je trouve que le niveau monte un peu, Dieu merci, il y a les chaînes du Cap qui s'y mettent, on n'est pas en septembre, mais il n'y a pas encore de choses qui m'ont cloué à mon canapé depuis ce début du mois de janvier. Par contre, j'ai la chance d'en avoir vu quelques-unes qui arrivent dans le mois de février et qui effectivement méritent le détour. Et il y en a la semaine prochaine que j'ai pas encore vu, type Baskets, dont j'attends beaucoup. C'est même pas la semaine prochaine, c'est d'ailleurs là, ces jours-ci. Oui, ça arrive, je pense, c'est pas, j'ai l'impression que c'est demain en fait. Mais c'est le 21 janvier, donc c'est voilà, jeudi 21 janvier. Voilà, ouais. c'est Après-demain. Après-demain, effectivement. Voilà, mais il va y avoir le pilote de Lucifer, par exemple, qui avait fuité depuis un petit moment et qui arrive la semaine prochaine, m'a beaucoup plu. Ah ben énormément, oui. Voilà. Je pense qu'ici, il n'y a pas une seule personne qui n'attend pas l'épisode 2 de Lucifer, parce que bon, on pourra le revoir juste pour le plaisir, mais... Mais j'ai peur que l'épisode 2 soit moins bon que le pilote. Que le pilote, ils l'ont tourné... J'avais rencontré les acteurs à San Diego au Comic Con l'été dernier, et ils n'avaient tourné que le pilote. Et donc en fait, ils ne pouvaient parler que du pilote. Et du coup, qui en plus avait été avec Tom Capinos, le créateur de Californication, qui, pour le rappeler aux nostalgiques, était surtout un des scénaristes de Dawson à la base. On oublie de la trajectoire des... non mais voilà, mais comme quoi on peut faire Dawson, Californication. Et Tom Capinos, je crois, ne fait plus partie du reste de la série. Donc faut espérer que l'humour, parce que c'est très drôle, qui court dans Lucifer, sera toujours là par la suite. Mais en tout cas, c'est une des rares bonnes surprises pour moi de ce début de mi-saison. Ok, donc globalement pour toi c'est plus dans ce qui va arriver qu'il y a des choses qui pourraient te marquer que pour l'instant c'est mieux, mais on peut mieux faire encore. Netflix, HBO, tout ça, ces séries arrivent. Ouais. Elles sont pas encore là, quoi. Ça c'est sûr. Alors par contre, Docteur Série justement, Nicolas, toi de ton côté je pense que tu es plus enthousiaste peut-être. Ah ouais, moi c'est terrible de passer derrière Pierre parce que là moi j'ai pas été à San Diego l'année dernière, je peux pas dire tout ça. Je voulais pas me la péter, je voulais juste donner des informations. Non, mais en plus c'est terrible ce que je vais te dire Pierre parce que je vais te contredire. Moi je vais penser l'inverse, je vais dire le contraire de toi, pas parce que je t'aime pas mais parce que je le pense au fond de moi vraiment, je trouve que on a le droit. Là depuis décembre, moi je me suis pris quelques claques. J'attendais beaucoup
beaucoup de la rentrée déjà septembre, mais là, ça a été la déception. Et là, pour moi, mais ça a été un régal, quoi. Niveau comédie, j'ai découvert des petites pépites. Ça faisait très longtemps qu'en comédie, j'arrivais pas à regarder un truc qui me tenait depuis le début. Là, j'ai réussi avec, pour tout te dire, avec Angel from Hell. Grâce à la performance de Jane Lynch, de vraiment accrocher. Et puis moi, je suis fan de tout ce qui est comédie et en même temps, si on arrive à me prendre par les émotions, je sais que toi, t'es pas trop fan de ce genre de choses, donc je vais pas m'étendre. Mais c'est vrai que moi, je suis très client de ça. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette comédie-là. Je suis un fan de science-fiction et avec The Expanse, dont je parlerai un peu plus tard, j'ai eu l'occasion de découvrir enfin la série qui, dans ma tête, va prendre la place de Battlestar Galactica. Donc non, moi je suis hyper enthousiaste. Je l'étais pas beaucoup cette année. The Expanse c'était décembre, tu triches. Oui, tu triches un peu. Ouais, hein. mais On m'a dit janvier. Non, oui, c'est mais vrai. en même temps, on n'en a pas parlé, puisqu'en décembre, il y a eu un podcast spécial web-série, donc on n'a pas eu l'occasion d'en parler un petit peu de The Expanse. Mais donc ça Comment fait il quand décide de même classer partie. ça, Donc c'est pour ça que je le glisse quand même un petit peu dans ce qui se passe Tu peux en rentrée. aussi faire parce ça que- en 2014. En 2014, le podcast n'existait pas. Je voulais parler justement de cette série. mais ouais, parce qu'en 2014, il y avait plein de bonnes choses aussi. Mais non, mais plus sérieusement, enfin voilà, moi je suis quand même hyper enthousiaste de ce que j'ai vu. Même, je vais même aller plus loin. Moi, il y a une série qui est mon coup de cœur, qui est Second Chance. Je sais que les critiques la défoncent dans tous les sens, et je sais que vous allez vous faire un malin plaisir tout à l'heure quand je vais vous dire pourquoi j'ai aimé et comment je vais défendre mon pain là-dessus, quoi. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a matière cette année pour n'importe qui de trouver bonheur, quoi. Et ça, c'est super. Enfin, pour nous, critiques, c'est quand même génial parce qu'on a de quoi raconter. Là, franchement, on pourrait tenir des heures, ne serait-ce que pour décortiquer tout ce qu'on a vu, on pourrait tenir des heures et ça passerait en 5 minutes, quoi. Ah, peut-être. Mais bon, encore une fois, justement, l'avantage justement d'avoir autant de personnes autour du podcast, ça permet de voir juste que tout le monde ne voit pas ça de la même façon. Après, il y a surtout une question je pense, de choix. C'est vrai que tout n'est pas forcément bon, mais moi, comme toi, hein, voilà, la rentrée m'avait pas plus excité que ça. Il y a des choses, oui, hein, Crazy Ex-Girlfriend, forcément c'était à la rentrée. Il y a des choses qui se sont terminées, il y a des guilty pleasures qui sont terminées, hein, comme Elodie pourrait le dire avec Scream Queens. On n'est pas là à dire que c'était la série de l'année, faut pas non plus déconner. Mais bah oui, on peut reconnaître quand même qu'on a beaucoup aimé la série, mais que c'est pas non plus ce qu'on a fait de mieux à la télé. Après, je pense que toi aussi, Elodie, par rapport à janvier, tu es plutôt du côté des contents que on verra plus tard. Ah oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que je suis d'accord avec Pierre, c'est que je pense que le meilleur est encore à venir. Là, on a eu juste l'avant-goût et les séries qui ont plus de potentiel vont arriver un peu plus tard, je pense. Et tu as des noms, par exemple, qui, pour toi, il y a un gros potentiel dans ce qui arrive? Haha, tu me poses une colle, j'ai pas ma liste. Je peux te dire ce que j'ai déjà vu, mais ce qui va arriver, je sais pas. Attends, 2 secondes, je sors ma liste de séries. Alors, qu'est-ce qu'on a? Forcément, déjà, on a Vinyl, qui va arriver, qui va être bien. Comme j'avais dit la dernière J'ai fois. bien qui va arriver, qui va être bien. Mais c'est forcé, de toute façon. Ça peut pas être mauvais. C'est J'ai tellement peur que ce soit pas bien. vraiment. Oui. Non, ça va être bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, je sais pas si on peut considérer Westworld comme un mid-saison ou on le considère pour l'année prochaine, carrément. Je pense qu'on va le considérer pour l'année prochaine. Ah ben non, ils ont dit que ça devrait arriver. À mon avis, c'est plutôt pour l'été. Il n'y a pas de date annoncée, mais oui, voilà. à mon avis, c'est plutôt pour l'été. Mais je me plante peut-être, vu qu'au milieu, ils vont avoir Game of Thrones. Ou alors, ils font les malins et ils balancent ça le même soir que Game of Thrones. Mais ça, c'est un pari, pourquoi pas, après tout, pour profiter des audiences de Game of Thrones. Ouais, mais il y a déjà VIP, il y a déjà Silicon Valley en même temps. Ouais, ils mettent rarement deux drames le même soir. Hein. Oui, quand même. Donc à mon avis, ça va se bousculer. Moi, je sens plutôt ça pour l'été, mais voire pour la rentrée. Mais HBO, juste avant. HBO est plutôt du genre à lancer ça avant l'été plutôt qu'à la rentrée. Historiquement. Surtout que là, ils ont stoppé la production pour l'instant, donc ça retarde un peu quand même. Donc après, nous avons aussi Damien qui va arriver. J'ai encore quelques réserves, mais je veux voir ce qu'ils ont fait du comics en fait. C'est surtout ça.
Qu'est-ce qu'on a? On a Sneaky Pete qui doit arriver quelque part, je sais pas quand. Bah, Sneaky Pete, oui, c'est le problème, c'est que Sneaky Pete. Bah non, c'est. Et oui, il y a le pilote qui est déjà disponible, mais il arrive, je sais pas, en fait, je n'ai pas vu des dates. Ça, bizarrement. Oh, mais il y a Non. des trucs en février. Il y a aussi le 11-22-63. Hein, je vais le faire à la française de Oui. l'adaptation du Ouais. Stephen King. Ça Si on pourrait très bien continue aussi. un peu plus loin, Appen Leonard sur Sundance TV qui a l'air plutôt sympathique. Et puis la série avec The Pass sur Hulu aussi hein, avec notre ami Ouais. Aaron Paul. Ouais. Voilà, donc effectivement, moi je pense qu'on va passer un bon mois de février-mars, ça va être vraiment sympa. Mais après, Il y aura aussi Love avec de Judd Apatow. sur Netflix, tout à fait. Ouais. Oui, donc effectivement, c'est vrai pour nous, ça a bien commencé, mais quand on voit ce qui se trouve derrière, c'est vrai qu'on pourrait encore être un peu plus surpris. Ça dépend aussi ce qu'on attend. Comme Docteur Série, j'aime beaucoup les comédies. J'attends vraiment des bonnes comédies, des trucs qui me font vraiment rire et pas juste un peu le cul entre deux chaises. Et là, ben voilà, Angie Tribeca qui est arrivé il y a très peu, puisque c'était dimanche. Voilà, moi j'ai eu mal à en pleurer jusqu'au 10e épisode. Et j'attends la deuxième saison qui arrive et j'ai réclamé la saison 3 déjà sur Twitter à TBS. On ne sait jamais, ça peut passer sur un malentendu. Mais quand on voit les retours de pas mal de séries, c'est vrai que les retours globaux, hein, je parle du public et de ce qu'on peut voir au niveau un peu critique, c'est déjà un peu plus joyeux que septembre jusqu'à décembre. Ça, faut bien l'avouer. Ou alors c'est parce qu'on a tellement été déçus en septembre jusqu'à décembre que finalement on se contente d'un peu, peut-être. On a baissé nos attentes. Oui, c'est ça. Il va y avoir la fête à la maison, la suite, ça ira. On n'est plus à ça près. Non, je dis ça alors que je sais très bien que je vais regarder, et que je vais regarder ça avec un plaisir nostalgique fou. Mais voilà, on va pas se mentir. Et justement, passe un petit peu niveau coup de cœur. Donc toi, Pierre, tu disais voilà, la seule que tu gardes, c'est le pilote de Angie Tribeca ou tu Non, ben, je vais pas acheter tout le reste et puis je vais tricher rapidement moi aussi, mais il y a la saison 2 d'American Crime qui a commencé et comme c'est une anthologie, on peut toujours dire que c'est presque une nouvelle série. Hein, c'est une autre histoire. Il y a les acteurs qui reviennent, mais c'est une autre histoire. Et là aussi, c'est du très costaud. Hein, et puis il y a peu de séries sur des grandes chaînes américaines, sur les networks, qui sont vraiment du niveau d'American Crime, faut le dire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense moi. Donc ça, oui. Ceci étant dit, c'est vrai que le pilote d'Angie Tribeca, moi, j'aime bien ces séries. Alors, j'ai plus de mal avec Kimmy Schmidt, qui me crispe autant qu'elle me fait rire. Donc, il y a un moment où je suis un peu emmerdé, j'ai pas envie de voir la suite. Ouais. Et j'ai jamais fini la saison 1, pour être honnête. D'accord. Mais là, c'est typiquement le truc où je passe 20 minutes à dire mais qu'est-ce qu'ils sont cons, Oui. et ça me fait rire quoi. Et le pilote, c'est une compilation de qu'est-ce qu'ils sont cons, ça n'arrête pas. Oui. Et ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit voilà, enfin une série comique qui ose faire exactement ce qu'on peut attendre d'un truc décomplexé. La comédie aujourd'hui, alors attention, je suis le fan numéro 1 de Louis C.K., donc Louis, j'adore. Oui. Et j'adore toutes les séries qui sont sur l'émotion, sur le drame aussi, sur les choses compliquées, sur un rire très cérébral, très complexe. J'ai beaucoup aimé Master of None, il y a beaucoup d'autres exemples, j'adore Your Wars et plein de toutes ces séries-là. Mais là, ça fait du bien d'ouvrir la porte et de lâcher les neurones et de se marrer 2 secondes avec des conneries. Et c'est des conneries et c'est tant mieux. Ceci étant dit, j'ai vu hier soir les épisodes 2 et 3 et j'étais franchement déçu. C'est-à-dire que je trouve que le niveau de conneries au centimètre carré se diminue largement et que vraiment l'abattage du premier épisode, où il y a un gag à la seconde où ça n'arrête pas, se détend largement. Alors est-ce qu'ils veulent développer les personnages, je sais pas quoi. En fait, moi je m'en fous un petit peu des personnages, encore plus du scénario. Ce qui m'avait vraiment réjoui dans le premier épisode, c'est que ils y allaient à fond dans la grosse blague et c'était tant mieux. Et là, voilà, du coup, je sais pas si je vais continuer parce que ce que j'avais vu dans le premier épisode,
Moi, j'ai trouvé sympatoche l'épisode 2 et 3 et mon enthousiasme s'est assez vite dégonflé. Donc je suis tout oui si quelqu'un peut me dire qu'après ça redevient complètement taré, mais j'étais un peu déçu par la suite. Moi, je ne peux pas te dire autre chose que c'est taré jusqu'au bout. J'ai vraiment pleuré de rire à chaque fois. Donc les personnages, en soi, comme l'histoire, on s'en fout parce que c'est pas le but. C'est pas du tout le but, mais je pense que ça a fait le même effet qu'un ami a eu quand j'avais parlé de Top Coppers. C'était une série dans le même genre. Il y avait 6 épisodes, mais où le côté gag à répétition, au bout d'un moment, même si on avait envie, ça épuisait. C'est vrai, je l'avais vu cette série-là et je suis d'accord. Ouais. Et C'est un peu ce que je t'ai... C'est un peu ce que je t'ai dit juste en off un peu tout à l'heure. Je pense que c'est pas une série qu'il faut binge-watcher, quoi. C'est pas une série qu'il faut regarder à la suite. C'est une série qu'il faut prendre des respirations. Ouais, mais parce que toi, t'es fan du genre. Mais je veux dire, si on n'est pas fan du genre à 100%, je pense qu'il faut se laisser respirer parce que, comme Pierre le dit, si tu t'enchaînes tout à la suite, en tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur ma femme. Elle, clairement, au bout du 3e, elle a saturé, quoi. Ouais, et donc, forcément, elle m'a dit, j'en peux plus, quoi. Et donc, ouais, je peux comprendre, quoi, effectivement, mais il faut la laisser respirer, il faut y revenir quelques jours après, il faut continuer. Voilà, le plus fort que voilà, même si je l'ai binge-watché parce que j'arrivais pas à dormir pour une raison bien particulière, c'est que les personnages, normalement, on s'en fout, mais quand on voit au bout de 10 épisodes, seulement 10 épisodes, on finit par se dire ah ouais, ce gars-là il va agir comme ça, celle-là il va agir comme ça, puis il y a le chien, finalement je suis super content de les trouver. Je suis à mais alors à rien de me le refaire à un rythme un peu plus normal, parce que pour avoir recommencé juste les pilotes 2 fois pour pouvoir écrire mon article, j'ai redécouvert des choses dedans. Et je me dis, ça c'est la force quand même de ce genre d'humour, c'est qu'on t'en balance tellement que tu arrives à en rater et que quand tu regardes, tu en redécouvres encore. Je sais pas si ça va marcher sur 2-3 fois, mais sur 2 fois, ça a fonctionné. Donc je vais peut-être prendre un peu plus de temps, regarder ça plus tranquillement, un peu plus... pas l'analyser, parce qu'il faut pas déconner, c'est pas un truc intellectuel du tout. Mais ouais, je pense que ça, chez certaines personnes... Le fait de presque le binge-watcher, en tout cas de le regarder un peu trop à la suite, peut fatiguer et faire l'effet inverse de ce que ça veut réellement. Et c'était quand même assez, je trouve, couillu de la part de la chaîne de faire un marathon de 25 heures pour la série en boucle. Ça peut être vendeur comme ça peut être super casse-gueule. Enfin, je sais pas, voilà. C'était un peu mon impression par rapport à ça, et franchement je te conseillerais de la regarder entièrement, au moins pour se dire ben ouais, j'ai vu les 10 épisodes et je sais que finalement bon bah c'était un peu trop, histoire d'avoir un peu une conscience de se dire ben, je l'ai vu complètement, ça va, je sais de quoi ça retourne. J'ai l'impression que plus personne ne parle. Si. Non, on boit tes paroles. On t'écoute. J'ai eu un silence, je me suis dit ça y est, il y a un truc. Non, mais j'ai essayé de trouver une métaphore pourrie avec l'alcool, puisque le binge, avec ma vieillesse, moi j'ai entendu parler de binge drinking bien avant qu'on parle de binge watching. Oui. Et je me demandais quel alcool pouvait être Angie Tribeca, pour faire des comparaisons. Et je pense qu'à 10 épisodes, c'est plutôt comme plutôt une boîte de chocolat, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de mon chéri. Voilà, au bout de 10 boîtes de mon chéri, ça me rappelle un papier de Slate, je crois, à une époque, qui avait fait un papier qui s'appelait Combien de mon chéri faut-il manger pour mourir? Enfin, un truc, je sais pas quel journaliste avait voulu faire ça. Mais en gros, combien il fallait manger de mon chéri pour faire un coma éthylique et y passer avec l'alcool qui est dans mon chéri. Ce qui est évidemment une question ridicule, parce que je pense que le foie lâche en premier. Mais je pense que 10 épisodes, moi j'en aurais ma claque. Voilà. Je suis plutôt à me dire que éventuellement, comme remontant un soir de légère déprime, un épisode ou deux, ça fera pas de mal. C'est ça, même à la limite si c'est un épisode toutes les 2 semaines, un épisode voilà, un peu au hasard, je pense qu'on l'apprécie beaucoup mieux que de se entre guillemets forcer à regarder si vraiment on sait que c'est le genre d'humour qui peut vite saouler. Ça, j'ai eu l'effet pourtant, c'est une série que j'aime beaucoup, qui est dans cet esprit-là, qui est Police Squad, qui ne compte que 6 épisodes. Et avec Leslie Nielsen, c'est vrai que j'ai du mal à regarder plus de 2 épisodes d'affilée avant de me dire c'est dur en fait pour le mental de se concentrer, et je pense d'absorber en fait toutes les conneries qu'on peut nous balancer.
On est vachement trop intelligent en fait, c'est ça notre problème. Mais pas forcément. Je pense pas que c'est une question d'intelligence. C'est comme une série. Il y a des séries qui sont à l'inverse des dramas qui sont très très dépressifs, comme par exemple, on va prendre au hasard Leftovers, sur lesquels, mais justement, on ne peut absolument pas s'en faire 2-3 d'affilée. C'est impossible. C'est impossible. Alors on coupe avec un Angie Tribeca entre deux. Mais je pense que l'abus en fait globalement, et je pense qu'on va vraiment faire ce podcast sur le côté où il y a trop à regarder, on consomme très mal les séries. On va finir par le faire parce que c'est ça, le binge watching, c'est ouais, on le fait, presque tout le monde le fait, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire pour apprécier les séries. Moi, j'ai toujours été relativement réticent au binge watching. Enfin, c'est un débat qui, je pense, prendra un podcast entier au moins. Donc, on va peut-être pas s'y lancer, mais moi, je suis plutôt. Ça m'empêche pas d'en faire à l'occasion, mais il y a des séries qui s'y prêtent vachement mieux. Récemment, je me suis bingé la saison 2 de Mozart in the Jungle, et ça passe nickel, parce que c'est ni trop hilarant, ni trop triste. C'est un truc sympa, rigolo, sans plus, assez attachant, et les épisodes sont hyper courts, ils font à peine 20 minutes. Et donc ça va à la vitesse de l'éclair. Mais je pense que si c'est trop intense ou trop grosse comédie, type Angie Tribeca, c'est possible que ça soit un peu saoulant. Oui, bien sûr. Comme on pourrait citer tout plein de séries comme ça. Et puis il y a aussi, comme on en parlait une autre fois, c'est le moment, le contexte, tout ça peut jouer. Donc je pense que c'est une série qui vaut le coup d'œil, au moins pour se dire ok, voilà, j'ai vu et voilà, c'est tout. Moi, je la défendrai jusqu'au bout de toute façon, parce que je suis tellement content de voir que les trailers que j'avais vus, j'en avais tellement peur de me dire tout est dans le trailer, il n'y aura plus rien dans la série. Et au final, de me dire, ils ont réussi à me ressortir un truc qui comprend ce que les frères Zucker faisaient à l'époque et le digérer aussi bien. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. À part Top Coppers, il n'y avait rien d'autre qui arrivait à le faire. Et même Top Coppers à côté me paraît un peu plus faible. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses, des petits trucs à ajouter par rapport à ça, ou on passe au coup de cœur, coup de gueule, vu que j'ai déjà commencé avec Angie Tribeca, vu qu'il s'est transformé un peu les deux, par rapport au mid-season. Docteur Série. Non, je pense que c'est bon. Non, rien à ajouter pour moi. Au coup de cœur. On peut passer au coup de cœur. Alors justement, Pierre, est-ce que tu as un coup de cœur et un coup de gueule? Ça peut être un acteur, une actrice, une news. Je peux tricher un peu et reculer un peu dans le temps ou, Oui, vas-y, oui, bien sûr. Ouais, je suis en train de réfléchir. Mon coup de gueule, je l'ai un peu donné tout à l'heure en même temps. Hein. Si 2 fois dans le même podcast, je m'énerve comme ça va. Si c'est celui-là, il n'y a pas de problème. On peut ouais, voilà. juste, je suis en train de refaire le tour des nouveautés, hein, des choses que j'ai pu voir depuis janvier et de me demander s'il y en a une où j'ai trouvé ça vraiment nul. Ça peut être aussi une actu que tu as trouvé nulle ou je veux dire là un tweet. C'est pas nul, c'est pas un coup de gueule, c'est juste je suis un peu triste, mais j'ai appris à être patient avec le temps. La déclaration du fait que la saison 2 de Master of None, c'est pas pour tout de suite, qu'il y allait avoir du temps, hein, c'est une news qui est assez récente. J'étais un peu triste parce que j'ai bien aimé la première. Tout n'était pas parfait dans cette série, mais il y a de bonnes choses. Et puis moi, je préfère laisser le temps aux gens pour qu'ils fassent du bon boulot. C'est ça. Pas faire comme le pauvre Pizzolato qui s'est retrouvé à faire une saison 2 de True Detective à 200 à l'heure et qui a fait ce qu'il pouvait, c'est-à-dire malheureusement sur ce coup-là, pas grand-chose. Mais c'est pas seulement de sa faute. Non. On a pas entendu de la merde. Oui, non, pas du tout. C'est plus compliqué que ça parce que une merde c'est pas très compliqué alors que là c'est, je veux dire, il y a plein de choses à dire de cette saison de True Detective. Je crois qu'elle est loin derrière nous, la pauvre, on va la laisser mourir en paix. Oui. En même temps c'est un peu moi qui l'ai cherché. Donc ça c'était ce retard de Master of None, c'est toujours triste à apprendre. C'est un retard et aussi une presque annonce de c'est possible qu'il n'y en ait pas du tout en fait de saison 2. Quand on lit bien entre les lignes, on va voir si j'ai assez d'expérience pour pouvoir faire quelque chose qui est sincère. Et c'est ça qui marchait super bien avec cette série, c'est la sincérité, le côté malgré tout de feel good que ça pouvait apporter. Et c'est vrai que faire une saison 2 juste pour dire de faire une saison 2 et être déçu, autant faire une mini-série quoi. Enfin, oui, mais il n'y a pas sans spoiler, c'est une fin un peu ouverte quoi. Donc oui. Bah oui, il s'est laissé les cartes pour pouvoir le faire après.
Et puis alors un coup de cœur, je vais remonter un peu en arrière parce que Mhm. plus c'est une série que j'ai attaqué tardivement Oui. et que ensuite j'ai un peu oublié dans mon classement Mhm. de l'année. Je l'ai mis dans mon classement de la rentrée et quand j'ai fait mon classement de l'année 2015, hop, elle est passée à la trappe. Je souhaiterais pousser ceux qui seraient passés à côté de Cajol d'y jeter un coup d'œil. Ah, Parce que c'était vraiment une des très très bonnes surprises Mhm. de cette rentrée parmi les bonnes séries, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns des bonnes séries à la rentrée, hein, mais elles étaient essentiellement planquées sur les sites de VOD et sur le câble. Ouais. Enfin d'ailleurs comme toutes les séries en ce moment, hein, à peu de choses près. Euh, et vraiment ceux qui ne connaissent pas, je vous fais le pitch rapido. Hein, c'est alors que je m'embrouille pas, une sœur, son frère et la gamine de la sœur. Ça commence comme Six Feet Under, hein, par la mort du père. D'ailleurs, il y a des atomes crochus entre les deux séries, hein, notamment une actrice. On garde la surprise pour ceux qui voudront regarder. Ouais. C'est l'histoire de la vie sentimentale de ces trois-là. Le casual du titre vient de là, hein, c'est rencontre casual, donc sans engagement a priori. Sauf qu'évidemment, ces trois-là cherchent l'amour d'une façon et d'une autre. C'est une très très belle chronique de famille fucked up, hein, comme on les aime bien dysfonctionnelle, comme on dit aujourd'hui, avec des tensions, avec de la haine, de l'amour. C'est très drôle, ça joue très très bien. Oui. Et puis, alors ça, pareil, bingez-vous la saison, ça passe tout seul. Hein. C'est un peu triste, mais c'est aussi hyper réjouissant. Vraiment, moi, j'ai passé un excellent moment à regarder cette série. Je m'inquiète qu'elle soit passée totalement sous le radar des chaînes françaises et qu'on la voit jamais à la télé française. Qui sait, ça se trouve, on la verra un jour. Mais le Mais problème, en c'est que c'est attendant, sur Hulu, il n'y a pas grand-chose que d'autres chaînes remarquent ou même autres sites remarquent. Parce que j'ai l'impression que Hulu, il y a tellement de choses dessus qui étaient absolument géniales et qui passent complètement sous le radar, contrairement à Netflix ou autre. Amazon, ouais. Ou Amazon, voilà, alors qu'Amazon est là depuis moins longtemps que Hulu et moi je passe un temps fou sur ce site. Donc Casual, c'était sur Hulu, la deuxième saison a déjà été annoncée si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 10 épisodes, c'est ça, 8 ou 10 épisodes? C'est fort possible. Ouais, Il y a 10 épisodes. C'est ça, hein. Ouais. Ouais, j'étais en train de vérifier. C'est du 20 minutes. Enfin, c'est de la demi-heure. Oui, c'est très 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 bon. Et Elodie, justement, toi, coup de cœur, coup de gueule? Bah, je vais commencer par le coup de gueule, comme ça on finira sur quelque chose de positif. Oui. Le coup de gueule, ça sera pour le trop plein de teasers et de toute promotion sur certaines séries. Je pense notamment à Legends of Tomorrow ou à X-Files. Et on en a... Legends On of en a Tomorrow, gros. oui, on en a gros. On a eu un teaser par jour. On a eu tous les personnages, on a eu toutes les situations. Et à un moment donné, je pense que il vaut mieux laisser... tu laisses, mettons, ton trailer et peut-être 2 ou 3 teasers pour la télé, mais je pense que trop, c'est trop. Au bout d'un moment, tu as vu tout le pilote juste avec des teasers. Et à la fin, tu n'as plus le plaisir d'avoir la surprise de ce qui va se passer. Le binge marketing. C'est ça. Après, on va avoir un effet les mignons. Ça, c'est... Non mais oui voilà, mais je pense aussi que ça c'est un problème qui peut être lié au fait que qu'on tienne un blog, un site ou voilà n'importe quoi, qu'on en parle de façon un peu plus que de façon classique entre potes, c'est qu'on essaie de voir un peu tout ce qu'il y a comme information et donc on se prend un flux d'informations qui est peut-être plus important que beaucoup de fans de séries. Et on a peut-être trop. Mais c'est vrai que là, il y en a beaucoup. C'est tous les jours, il y a 10 secondes de quelque chose. Ça commence à faire beaucoup. Et à côté de ça, t'as des séries où On voit juste rien. avant le premier épisode, t'en as jamais entendu parler. Et souvent, c'est des bonnes séries en plus. Et c'est vraiment dommage. Ouais, parce qu'ils ont confiance en la série. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de marketing. Allez, ça va passer. Ouais, bah, tu vois, par exemple, Yumi and the Apocalypse, on en avait presque pas entendu parler avant la diffusion. Et c'est dommage parce que du coup, il y a pas grand monde qui connaissait la série. Et elle a pas fait des très grosses audiences. Il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas. C'est vraiment Ouais. dommage. Faudrait voir sur NBC maintenant. Je pense que NBC la diffuse. Ouais, Au départ, c'était sur Sky, non? oui, c'est Sky.
Donc bah oui. Donc ça c'était ton coup de gueule, donc Ouais. on en a gros. Et donc au niveau coup de cœur pour Alors, les le notes. coup de cœur, je vais même pas prendre une série qu'on a vue là pour la mi-saison parce que, bon, même si j'ai dit qu'il y avait de la qualité, il n'y a pas non plus une série, je pense, qui est sortie du lot qui m'a vraiment fait taper le cul par terre. Mais mon coup de cœur, je vais remonter au mois de décembre avec Childhood's End, qui est passé sur Sci-Fi. Donc, ça aussi, ça va se regarder très vite si vous voulez. 3 C'est épisodes. ouais, 3 épisodes d'1 heure et demie, je crois. Ouais. Si 3 vous aimez. films. Voilà, c'est ça. On se regarde bien des saisons de Sherlock, c'est pareil. Hein. Pas moi. Oui, et donc C'est tu as vrai, beaucoup le rythme. aimé. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est le genre de série qui est très difficile de dire que pourquoi c'est intéressant sans spoiler. Ouais, Ça mais je vais raconte quoi essayer. Ça Donc en raconte quoi fait, c'est de la science-fiction. Je sais plus si on est dans le futur ou en tout cas c'est un futur proche. Où donc c'est un monde très proche du nôtre. Il y a la guerre, la famine, c'est la merde. Et puis un beau jour, il y a les extraterrestres qui débarquent parce que pourquoi pas. Et ils vont Aider le euh, FBI, non? ça aurait pu, mais même pas. Et pour communiquer, d'abord, on va dire l'ambassadeur des extraterrestres va faire utiliser les morts. Enfin, il va faire des apparitions des proches qui sont décédés et faire passer des messages à travers eux. Il va dire à la population terrienne que on vient en paix et on va régler tous vos problèmes. Donc vous comprenez bien qu'au début on fait moyen confiance parce qu'on a plus l'habitude de leur shooter sur la gueule aux extraterrestres. Bien sûr. Et ils vont prendre, je sais plus son nom, mais un jeune agriculteur qui va être l'ambassadeur sur Terre et ils vont l'emmener sur leur vaisseau et lui dire bon ben voilà tu dois gagner la confiance des terriens et je te jure qu'on va faire pour le plus grand bien. Et c'est ce qui se passe, ils vont régler tous les problèmes du monde, sauf que deux problèmes, c'est que au tout début du premier épisode, on est dans le futur et on voit que la Terre a quasiment disparu, il n'y a plus rien, c'est la fin du monde. Et deuxième problème, c'est que on voit pas leur gueule aux extraterrestres au début et il y a une raison très simple à ça, c'est que il va avancer l'explication comme quoi les terriens ne sont pas prêts à avoir son apparence, qu'ils ont déjà mené l'opération sur d'autres planètes et ça s'est très mal passé. Et preuve en est, c'est que c'est cette chose que je ne peux pas vous spoiler, mais il faut se dire qu'à la fin du premier épisode, donc on voit le personnage et c'est un peu comme si on vous disait bon bah voilà, je vais prendre soin de vous, sauf qu'une fois qu'il montre sa tête, vous avez Donald Trump en face de vous. Donc vous faites moyen confiance. Je l'ai vu le premier épisode, je suis pas allé au-delà, donc peut-être qu'un jour il faudrait que je m'y mette. Sans doute quand il y a une diffusion française qui sera annoncée, mais c'est vrai que le twist de la fin de l'épisode où on voit l'extraterrestre, c'est à la fois totalement improbable, presque grotesque, et en même temps on se dit ah ouais merde, ça va poser problème. Et je suis curieux de savoir dans quelle direction ça va partant de là. Ouais. En fait, c'est surtout que, vu comme c'est amené, on te dit t'es pas prêt à le voir, donc tu t'imagines tout et n'importe quoi. Et franchement, c'est la dernière chose auquel tu peux t'attendre. Ouais. Et surtout, la grande force de la série, c'est que du coup, c'est très rapide, en 3 épisodes, et ça se déroule sur une période très longue. Et sans que ce soit... on va dire que c'est très bien géré. C'est qu'on n'a pas un bourrage d'événements où il faut faire passer le temps très vite. C'est vraiment très fluide. Et c'est une des seules séries qui donne envie vraiment de lire le livre. Parce que d'habitude, si je vois une série, même si elle est très bien, je vais me dire j'ai pas envie de lire le livre parce qu'après, j'aurais plus envie de regarder la série. Oui, et là, même sans... Oui, mais même sans se dire, bon, voilà, la série, elle est terminée, donc c'est pas grave. Mais t'as envie de lire le livre parce que tu sais que tu vas avoir beaucoup plus d'informations. Et que ça, c'était comme si t'avais pris l'apéro et après, tu passes au dîner, quoi. D'accord. Et ça, le livre porte le même nom que la série ou est un nom différent? Eh ben, bonne question, j'en sais absolument rien. C'est le soir où je te pose Alors, des cols, hein. En anglais, il s'appelle pareil, Oui. et en français, c'est les fils de je sais pas quoi. Je suis en train de chercher ça en même temps. Les enfants d'Icare, pardon. Les enfants d'Icare, ça s'appelle en français. D'accord. Bah voilà. Et en plus, pour une fois, les effets spéciaux sont pas du tout kitsch. Et même, je veux dire, la tronche des extraterrestres, c'est vraiment joli à regarder. Ah bah voilà. Bon. C'est un truc que je vais ajouter aussi.
Quand j'aurai 5 heures à tuer. T'auras une pièce qui arrête le temps. Et... Oui, la pièce qui arrête le temps et qui me permet de regarder tout ce que j'ai regardé. J'étais à jour. J'étais à jour. Ça ne va pas durer. Non, je pense. Et toi, de Docteur Série Moi, mon coup de cœur, s'il y en avait vraiment une qui va être au-dessus du lot, ça va être The Expanse pour moi. Oui. Comme je l'ai expliqué un petit peu rapidement tout à l'heure, ça fait depuis Battlestar Galactica que moi j'attends un space opéra qui a vraiment de la gueule, dans lequel on a les moyens et dans lequel il y a une histoire aussi qui mérite de s'étaler dans le temps. Et là, dans The Expanse, waouh, on en est à 6 épisodes aujourd'hui. La saison 2 a été annoncée aussi, donc ça c'est plutôt une bonne chose. La première saison va composer 10 épisodes au total. C'est une série qui parle de plein de choses, mais bon, rapidement, pour vous faire le topo de cette série, en gros, ça raconte une équipe donc d'explorateurs qui part donc explorer dans l'espace, et ils vont avoir une mission bien particulière. De cette mission bien particulière, ils vont se faire attaquer par un vaisseau. Et donc, il va y avoir une équipe de rescapés. Et puis, après, dans l'univers dans lequel ça évolue, il faut savoir qu'en fait, c'est très complexe à résumer. Oui. Mais en gros, voilà, il y a des gens qui habitent sur Mars, il y a des gens qui habitent sur Terre, et puis il y a des gens qui habitent aussi, dans la ceinture. Dans la ceinture, voilà, exactement. Et en fait, ce beau monde a du mal à s'entendre, en fait. Donc, en fait, le fait qu'il y ait eu cette attaque, ça va être peut-être un prétexte à pouvoir lancer une guerre. Mais en fait, la vraie chose, c'est qu'on ne sait pas d'où vient ce vaisseau, en fait, finalement, qui est attaqué. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, on s'aperçoit que ça ne fait pas partie de ces 3 personnes-là. Donc, en fait, voilà, ça laisse plein de possibilités pour le futur. Je l'ai résumé, mais vraiment très rapidement. Il s'est passé tellement de choses dans ces 6 épisodes que c'est très difficile, mais on est dans la puissance de Battlestar Galactica, c'est-à-dire que il y a vraiment des acteurs qui n'ont pas une gueule à la 100, à la Z100, c'est-à-dire on va pas chercher les jeunes premiers de la casse et des mannequins. Non, là on est vraiment dans la science-fiction, enfin entre guillemets réaliste. C'est-à-dire que voilà, le casting pour moi est super bien réussi, c'est des gens qui sont hyper crédibles, c'est très bien écrit, on ne s'ennuie pas parce que des fois dans les space opéras, on a tendance à dire ouais, c'est long à se mettre en place un petit peu, et puis est-ce qu'on peut pas accélérer parce que faire tout un épisode parce que les toilettes sont bouchées dans l'espace, c'est un peu ennuyeux quoi. Non, là vraiment, il y a vraiment de l'action, il y a des morts, ça part vraiment waouh quoi. Il se passe vraiment plein de choses. Moi, s'il y a une série que j'aimerais vraiment vous encourager à voir, c'est The Expanse parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et elle mérite vraiment le coup d'œil. Bon, parfait. Et ton coup de gueule ? Mon coup de gueule, ça vient de pareil. Il a commencé à naître au mois de décembre, ce coup de gueule, pour se confirmer un petit peu au mois de janvier. En fait, c'est parti du principe, j'ai été voir Star Wars, l'épisode 7, et j'ai eu un malaise après au niveau de j'ai ressenti un grand malaise, parce qu'après, j'ai limite eu peur de dire que j'aimais Star Wars, quoi. Je trouve qu'on est on rentre de plus en plus, les critiques, je parle de façon générale, on rentre dans un négationnisme assez incroyable, où tout le monde critique tout. Et à partir du moment où toi t'es là, t'es presque tout seul à essayer de défendre ton beefsteak, on va dire, c'est très difficile, quoi. Je trouve que mon coup de gueule, il est que le critique aujourd'hui critique beaucoup trop, et je trouve que le critique en fait trop dans ses critiques. C'est-à-dire que moi, je suis critique de séries, j'aime les séries, moi aujourd'hui, je peux te citer plein de séries que j'ai quand même aimées dans la rentrée, quoi. Et comme il y a des films, je suis un fan de l'univers Star Wars, j'ai grandi avec Star Wars. Et moi j'ai aimé l'épisode 7, quoi. J'ai pas peur de le dire, quoi. Et pourtant aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Il y a quelques dizaines de millions de terriens qui sont à peu près d'accord avec toi, mais vu le nombre de personnes qui sont allées voir ce film. Mais par contre, entre avoir vu le film et avoir aimé. Dans les critiques, je me sens vraiment tout seul parce qu'il y en a pas beaucoup de critiques qui ont osé dire c'était vachement bien. Je suis ressorti du film hyper emballé. Écoute, moi je suis critique de série, donc je dirais rien sauf que j'ai pas trouvé ça extraordinaire, tout juste divertissant, mais c'est pas mon métier de critiquer le cinéma, donc j'y vais en tant que spectateur. Mais c'est pas juste pour être méchant, c'est juste que j'en pense, quoi, tu vois. Mais après, il y a pas mal de... Il y a même des collègues de Télérama qui sont pourtant sévères, ils ont plutôt été bienveillants avec le film. Donc il y a quand même pas mal de bonnes critiques. Mais après, bien sûr que c'est réjouissant de taper sur Star Wars. C'est une énorme machine médiatique. On parlait du surplis de
du surplus de trailers de DC Legends of Tomorrow. Excuse-moi, mais le battage médiatique autour de Star Wars, moi je suis allé le voir en ayant l'impression qu'on m'avait mis le couteau sous la gorge pour aller le voir. Hein. C'est ça. Donc il y a un moment où je pense que ça je cherche la merde aussi. Je pense que ce que tu attaques. Là, on critique en fait l'autour, on critique la production, tout ce qui est on va dire le paquet autour, quoi. Mais on critique pas l'intérieur, quoi. Je pense que ce que tu critiques, ce que tu vois là, c'est plutôt une mode qui est arrivée depuis quand même un bon moment, qui est ça fait bien de dire qu'un truc que tout le monde a aimé, on l'a pas aimé. Mais ça veut pas dire que tout le monde le fait. C'est vrai que. Ouais, mais moi je trouve que la majorité des critiques aujourd'hui, mais je trouve que la majorité des critiques le font. Par exemple, moi je vais te donner un exemple précis, Game of Thrones, quoi. Aujourd'hui, si t'oses dire dans une de tes critiques que t'aimes pas Game of Thrones, attention, quoi. Attention, parce que c'est la première série numéro 1 de tout le monde regarde. Si t'oses dire, moi j'ai adoré la première saison, j'ai beaucoup aimé la 2 et la 3, mais depuis la 4, je me fais chier dans Game of Thrones, c'est plus possible, quoi. Moi, un épisode, franchement, un épisode où on est autour du feu à regarder ce qui se passe pendant 55 minutes et on se tient tous la main autour du feu, ça suffit, quoi. Le pire là-dedans, c'est pas ceux qui n'osent pas dire qu'ils n'aiment pas, le pire là-dedans, c'est que ceux qui n'osent pas dire qu'ils n'aiment plus, en fait, le cachent un peu parce qu'ils ont un peu honte de se dire, bah oui, ça fait 5 saisons que je regarde ça et bon, je vais continuer parce qu'il faut bien. Mais parce que même chose avec The Big Bang Theory, même chose avec plein de trucs. T'oses le dire alors que tout le monde le met quand même. Dès que tu tapes vidéo sur YouTube, top 5 des séries préférées en 2015, attends, c'est la première que tout le monde donne quand même, quoi. Ah, Game of Thrones, c'est fantastique, quoi. Mais oui, mais ça, moi, je suis désolé, c'est pas la série number 1, c'est pas vrai, quoi. Il y en a eu plein d'autres, quoi. Et puis, faut arrêter de tout mélanger. Je pense que quand on a un métier de critique, au départ, c'est qu'on aime les séries. Et donc, on peut aimer, même si c'est pas non plus hyper bien écrit, même si c'est pas la série du siècle, même voilà, des fois se divertir simplement, c'est sympathique. L'autre souci que tu vas avoir, et c'est un autre débat qu'on pourra avoir qui va durer super longtemps, donc on va essayer d'écourter quand même, c'est que parfois tu as des personnes qui vont dire j'ai adoré ça, j'ai adoré ci, et il y a toujours un gars, au moins un, qui va venir dans les commentaires dire t'as été acheté, t'as été payé. Et donc forcément, il y a des sites qui se disent attendez, on va faire l'inverse. Pour les séries françaises, non, oui. Mais ce que je c'est vrai que tout le battage que certains de mes collègues et moi-même avons fait autour de Ainsi soit-il, qu'on a vraiment, vraiment, vraiment défendu. Moi, j'ai des gens qui m'ont accusé d'être payé par Arte. Je peux vous promettre que je suis pas payé par Arte, j'ai juste trouvé que c'était du super boulot, Ainsi soit-il. Voilà. Et c'est un peu le problème aussi, c'est qu'on est toujours dans ce côté où on aimerait critiquer des choses, et puis parfois, pour diverses raisons, soit on ne le fait pas parce que si on en dit du bien, il y a personne qui va réagir ou qui. Je peux t'assurer que faire un article assassin sur Game of Thrones, c'est là que tu vas cartonner. Hein. Si tu veux faire des clics, vas-y. Hein. Mais voilà. Lâche-toi et justement, et c'est bien la preuve, c'est que il y en a qui vont justement utiliser ça pour pouvoir faire du clic. Ah bah oui, mais bon, je veux dire, effectivement, c'est un autre podcast, donc c'est bien, tu as déjà deux sujets entre le binge-watching et la critique. Ouais. C'est un autre podcast, mais après, la déontologie du critique, c'est d'en avoir rien à foutre, quoi. C'est-à-dire de donner son avis, point barre. Tu trouves pas, Pierre, tu trouves pas très honnêtement, et d'un point de vue objectif, que je trouve que les critiques, de façon générale, sont quand même tout le temps dans la négativité, quoi. Non, que c'est plus facile et entre guillemets presque plus vendeur, comme tu l'as dit très justement, de critiquer une série que de dire de savoir reconnaître qu'il y a quand même du bon, quoi. Surtout, non, tu vois, enfin. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que chacun a son avis. Moi, pour faire très régulièrement des tables rondes critiques dans mon podcast perso et ce genre de choses-là, c'est très souvent divisé. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a aujourd'hui. On peut se réjouir justement du fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui, de manière professionnelle ou amateur, font de la critique et qui ont des points de vue divergents. Moi, je trouve que le bon exemple, c'est ce soir. Moi, j'ai trouvé les séries que j'ai vues depuis début janvier parfois intéressantes, souvent médiocres, mais dans l'ensemble, je suis quand même pas complètement fan. J'étais plutôt en minorité. Vous avez plutôt, trouvé qu'il y avait des choses très bonnes. Voilà, il y a des fois où c'est l'inverse,
où moi je m'enflamme sur des trucs où on me dit ouais non franchement c'est pas du tout mon truc, ça me plaît pas. Je trouve aujourd'hui qu'il y a une grande diversité de la critique et que c'est tant mieux. C'est tant mieux pour qu'il y ait des gens qui défendent les séries de grandes chaînes et qui trouvent génial des séries qui sont très mainstream, sur lesquelles des types comme moi qui sont parfois un peu plus branchés séries du câble vont trouver que c'est formaté, prévisible et plutôt commercial. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui, au contraire, trouveront ça super et qui sauront apprécier ce genre de divertissement et qui trouveront que les Rectify que moi je défends bec et ongle sont chiantes à mourir et au contraire hyper prétentieuses. Il en faut pour tous les goûts. Eh oui, bah oui, voilà, Rectify, je peux vraiment pas supporter, par exemple. Voilà, moi je trouve ça un chef-d'œuvre. Mais voilà, bien sûr, et j'accepte tout à fait ça. Après, encore une fois, je pense que ce qui devrait plutôt t'énerver, c'est les critiques qui vont te sortir des arguments qui n'en sont pas, juste pour casser. Oui. Ça, là, par contre, là, ouais, d'accord. Mais après, c'est vrai que on en voit beaucoup. Après, il faut faire un tri dans le flux, et il y a un flux tellement énorme que c'est difficile. Et puis, il y a des personnes qui aiment repartager quand les personnes disent du mal. Je pense que c'est malheureusement c'est un peu Internet en ce moment. C'est pour ça que j'aime beaucoup plus être sur Twitter que sur Facebook, parce que sur Facebook c'est juste insupportable. Donc je pense que oui, ça pourrait être un débat qui durerait longtemps, et je te comprends, j'en ai vu aussi dans ce genre-là, mais je pense que tous les moi j'ai vraiment l'impression des fois d'être tout seul, quoi. Quand par exemple là je parle de Second Chance, prenons un exemple très récent, j'ai l'impression que je suis le seul sur Twitter à avoir osé dire que c'était bien. Et alors tu vas sur Metacritic et limite on me regarde avec des yeux, je suis un ovni quand je dis ça, quoi. Tu vas sur Metacritic, tu trouveras des gens d'accord avec toi et des gens, enfin tu sais que c'est cet agrégateur qui prend tous les critiques américains et qui les met. C'est le sens critique aussi pour être plus francophone. Oui, c'est plus large, mais oui. Mais faut dire que en fait Metacritic, l'avantage c'est que comme les journalistes américains ont souvent encore plus en amont les séries, on peut avoir une idée de la vie un peu en amont, mais y en a pour tous les goûts, quoi. Et après, moi je trouverais plutôt cool d'être seul dans le désert. Moi, quand tout le monde on avait rien à foutre de Rectify ou trouvait ça pétant, en France en tout cas, moi j'étais bien content de m'exciter sur le truc. Je dois être maso, j'en sais rien, mais moi j'aime bien être seul dans le désert. Je me sens une intimité avec la série quand il y a des trucs que personne n'aime et que moi j'aime. Je me dis qu'ils aillent tous se faire foutre. Moi j'aime bien et je regarde. Voilà. Ben nous, tu vois, perso sur le site, on dit vraiment ce qu'on pense, même des fois entre nous on n'est pas d'accord. Et des fois on se fait insulter, et nous ça nous fait bien marrer. Même une fois, bon là c'était pas moi qui avais écrit l'article, c'était Tristan. On parlait de Castle, et c'était juste pour annoncer un casting, truc banal. Et comme on aime bien faire les choses avec humour, il avait complètement descendu la série, mais gentiment, pour dire que quand même c'était devenu beaucoup moins bien qu'à ses débuts. Ce qui est vrai. Voilà. Je suis fan, mais c'est vrai. Et on a eu un commentaire d'une dame qui nous a descendu et qui nous disait que c'était vraiment irrespectueux de dire des choses pareilles sur la série, que c'était un manque de respect pour tous ceux qui se cassaient le cul à faire des épisodes et qu'on était vraiment de mauvaise foi. Attention que je ne sais pas quels sont les mots utilisés. Attention que les termes utilisés peuvent paraître un peu insultants. Et ça aussi, il faut faire un peu attention. Mais bon, on peut pas non plus faire attention à tout le temps. Quand j'ai annoncé que Scream Queens avait une saison 2, forcément j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient ah ouais merde alors c'était tellement pourri et voilà, et puis on est venu défendre à côté Scream. J'avais aussi des contre-arguments, mais c'est vrai qu'en fait faut essayer de faire le tri et c'est difficile après. Mais là je peux te dire, pour Castle, j'ai l'article sous les yeux, tout ce qu'il a marqué c'est Castle, la saison 8 est clairement la saison de trop, encore plus que la 7 c'est dire, c'est tout. Oui, donc voilà. Non, là, mais nous sommes irrespectueux. Bref. Voilà. Mais nous on aime bien se faire insulter, ça nous fait beaucoup rigoler. Oui. Voilà. Bref, c'est un tout autre débat. Merci de ton coup de gueule, je peux très bien comprendre. Et le coup de gueule qui parle un peu des critiques, ou en tout cas du côté un peu presse, ça rejoint le mien, parce que moi, mon coup de cœur, je pense que j'en ai assez parlé. Hein, Angie Tribeca, c'est le bien, regardez-le, mangez-en. C'est ça. On n'avait pas encore compris. Ouais, sinon il y a le retour de Galavant aussi, qui est juste génial. Que j'aime vraiment beaucoup. Une pépite cette saison 2. Voilà, où il y avait aussi Man Seeking Woman, qui est une saison 2 qui commence sur les chapeaux de roue, qui est sur un autre genre d'humour encore. J'aime beaucoup les comédies, en fait, un peu trop. Mais là, moi, ce qui m'a... Bon, c'est aussi une comédie, ce qui m'a, moi, énervé,
c'est ce fameux article que tout le monde a fait, la réunion de Friends. On a vu les trois quarts, c'était on parlait réellement de ce qui allait se passer, hein, cette émission spéciale pour James Burrows, qui est un réalisateur qui a fait 15 épisodes de Friends sur les 200, je sais plus combien, ce qui est en final rien. Et j'ai vu et toi aussi, Docteur Siri, tu l'as vu, mais sur 2 sites, si on peut appeler ça des sites un peu pro, par des personnes qui sont payées pour faire de l'invention de news. Et ça, je ne supporte pas. Je pense que personne ne peut supporter ça, mais le problème, c'est que c'est ce genre de choses qui est très vite relayé. Pourquoi ? Parce que ça fait plaisir au lecteur. Le lecteur, il est super content. Il a plus vite tendance à cliquer dessus parce qu'il dit « Ah, c'est génial, c'est exactement ce que j'ai envie », que de dire « Bah non, il y a quelqu'un qui est en train de me dire que c'est pas ça, j'ai pas envie de le partager ». Et en plus, il y a des gens qui ne lisent que les titres et qui relayent tout de suite l'information avant de lire vraiment l'article. Ça, c'est un autre problème. Les gens ne lisent plus, on le sait très bien. Et ça, c'est un autre débat encore. Donc voilà, moi, ça m'a vraiment énervé parce que je me dis que là, c'est plus c'est le mensonge, en fait. Ça peut rejoindre aussi les critiques qui cassent pour dire de casser. C'est un mensonge, ils se mentent à eux-mêmes peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, de voir que ce genre d'article est partagé, lu, cliqué, mais des centaines de fois plus que n'importe quel autre article qui dit ce qui est vrai, voilà, ça sera tendance à être mon coup de gueule vraiment de tous les temps, mais là ça vient d'arriver, quoi. Je sais pas. Ou alors, si tu te trompes, que tu aies au moins la décence de reprendre ton article et de faire un NB ou une modification ou une mise à jour. C'est la moindre des choses. On nous sort pas un argument de « Oh, mais attends, c'était hier, c'est fini aujourd'hui. Hein, l'actualité, c'est aujourd'hui, quoi. » Non, oui. C'est pas vrai, quoi. Non, c'est alors, pas vrai. Je vois de quoi tu fais parler. Je t'en ai aussi parlé là-dessus. C'est que parfois, certains sites ont fait tellement d'articles, tellement de news qu'à bout d'un moment... Ben oui, on pourrait refaire une nouvelle news qui dit que là c'était Chandler Matthew Perry qui ne sera pas là pour cette réunion qui n'en est pas vraiment une. C'est moins grave que de dire que ils vont réaliser un épisode de 2 heures et t'affirmer que c'est ça et t'inventer des trucs pour te dire que c'est un épisode de 2 heures. Ça c'est grave. Par contre, dans l'article dont tu parles qui était sur les Inrocks, voilà, j'ai fait la remarque que non, il était pas mort, c'était pas pour le décès de James Burrows, hein. Il est encore bien vivant, arrêtez avec les morts en ce moment, c'est bon. Ouais. Voilà, je sais pas toi, Pierre, avant que je ne te laisse tes occupations. Non, écoute, ça fait partie du jeu, j'allais dire, de la news en ligne, faut vérifier les sources, faut être sûr de ce qui se passe et de ce qui se passe pas. Je suis pas là pour défendre ma crèmerie, hein, mais moi je fais pas de news comme ça immédiate. Ça fait mais pas c'est vrai que toi partie tu l'as pas fait, Pierre. Mais au-delà de ça, c'est même pas, faut vérifier parce que je pense que tous ces gens-là ont vérifié la news. C'est qu'à mon avis ils l'ont mal compris parce que clairement dans la news, le mec il dit qu'il espère que ce sera peut-être possible. C'est ça la news. C'est le mec qui dit j'espère que ce sera possible de les mettre tous ensemble, mais vu les plannings, on sait très bien que ce sera très difficile, donc ne vous enflammez pas. Et là, la première chose qu'on te met, c'est gros poster des Six Friends avec grosse réunion, quoi. Mais non, je peux pas, quoi. C'est pas possible. Ouais, ceci étant dit, la réunion Friends, alors attention, hein, je dis pas que j'aime pas Friends, j'adore Friends, ça fait partie de pareil, des séries qui ont vraiment eu un impact majeur sur mon amour des séries, mais qu'on les laisse en paix, quoi. Ras-le-bol des réunions et des trucs, enfin ça va. Je sais pas, moi ça m'arrive de revoir des vieux potes, mais j'en fais pas le centre de mon existence, quoi. Ceci étant dit, pour les news, je veux dire, la faute va simplement au monde médiatique qu'est le nôtre aujourd'hui, et les réseaux sociaux ils sont pour quelque chose, c'est-à-dire que si t'es pas le premier à balancer un truc, tu te retrouves faut être le premier à balancer un truc, et la semaine dernière, ou il y a 10 jours, Monsieur Seri, on s'est retrouvé d'ailleurs très brièvement dans un imbroglio parce qu'on a cru que l'annonce de la mort d'Alan Rickman était un hoax. J'ai eu la même chose avec Glenn Frey hier soir. Voilà, et donc on dit machin est mort. Ah non, en fait, machin est pas mort. Alors là, tout le monde commence à machin est pas mort, et en l'espace de 10 secondes, on est obligé de redire si, en fait, machin est mort. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, faudrait juste qu'on ralentisse un tout petit peu et qu'on sorte de ce besoin d'être le premier à balancer une news, parce que ça entraîne, c'est un enjeu au-delà de la critique.
ça entraîne des dangers journalistiques et je crois que Mais parce que les journalistes mélangent un peu tout. Je pense que les journalistes mélangent un peu tout. Qu'avant tout, enfin, les journalistes, excuse-moi, mais c'est aussi les fans sur Internet, c'est tout le monde, c'est pas que les journalistes, quoi. Oui, mais j'ai vu les journalistes derrière, ils ont. Les fans en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils retweetent ce que disent les journalistes, par exemple des Inrock ou des autres journaux ou de Télérama. Moi, ça m'arrive régulièrement de le faire. Quand tu lances une actu que j'aime bien ou un article que t'aimes bien, ben je vais pas réécrire le même parce que tu le fais très bien. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un retweet de ton tweet et c'est magnifique, quoi. Attention que par rapport à ce que voilà, entre les articles un peu plus longs, etc., et les news, c'est surtout le problème, je pense que c'est la news en elle-même, parce qu'il faut que ça aille vite et voilà. Mais le problème là-dedans, c'est qu'on dit oui, les journalistes, ouais, mais derrière, il y a quelqu'un qui lui dit tu le fais tout de suite parce qu'il faut que le SEO marche, parce que le SEO ça fait des trucs par rapport aux pubs qui ne payent quasiment plus rien. C'est un cercle vicieux et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de sites qui utilisent le buzz, qui fonctionnent beaucoup mieux que beaucoup d'autres sites qui sont plus sérieux. Après, je pense que c'est quelque chose qui va finir par mourir de lui-même et je l'espère. Bien sûr, mais faut qu'on arrête de prendre aussi tout pour des critiques et des attaques personnelles. Je pense qu'on a le droit de temps en temps, surtout les critiques. Ça, c'est quand même magique, quoi. Dès que tu fais une critique à un critique, on te regarde et on te dit que t'es là pour troller, quoi. Non, je suis pas là pour te troller. Je suis juste là pour te dire une info, quoi. La prochaine fois, va moins vite, quoi. Break, quoi. Cool, oui. Quoi. Laisse-moi juste te dire, tu passes tes journées à critiquer des trucs qui sont créatifs, tu passes toute ta journée à le faire. Excuse-moi, si une fois je viens te voir et je te dis, oh, là t'as lancé une info, la moindre des choses, c'est peut-être par respect justement, fais un nota bene ou fais un retweet en disant que t'as été un peu vite, quoi. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Je crois que tout journaliste a la modestie d'avouer quand il y a eu une faute. Par contre, si ton commentaire, tu tutoies le mec et que tu lui dis ouais, qu'est-ce que c'est que cette merde, là c'est sûr, ça va pas le faire. Mais moi, tout message qui arrive sur Télérama de quelqu'un qui dit excusez-moi, bonjour, mais je pense que vous vous êtes trompé dans ce que vous avez écrit, si le gars a raison, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de modification. Et je crois que les gens des Inrock, j'ai de très bons amis aux Inrock qui sont des critiques de très grande qualité. Je ne sais pas qui a fait cette news dont vous parlez, mais je crois que c'est des gens raisonnables et que s'ils ont fait une erreur, ils sont tout à fait capables de l'admettre. Après, j'ai pas suivi cette histoire-là, donc je vais pas non plus on va pas rentrer parler de ce que j'ai pas. Voilà. Dans le débat, voilà, je pense que c'est, encore une fois, c'est la façon de le dire, le moment de le dire, la personne, peut-être dans ce moment-là, elle n'avait pas envie d'entendre une critique. Et ça peut partir très vite, et surtout sur les réseaux sociaux encore plus, ça peut partir très vite en n'importe quoi, et on l'a vécu en interne par rapport au podcast. Donc voilà, c'est faut pouvoir avoir le luxe vraiment de ralentir un peu tout ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment un luxe maintenant. Bref, on rentre dans des débats qui n'en sont pas, et j'essaie de tenir la durée. Et est-ce que tu veux rester avec nous pour le quiz qui va durer 3 questions au grand max? Ok, 3 questions, mais après, je vais vraiment me retrouver à la bourre. Tu n'es pas obligé, hein, encore une fois. Non, mais ça, en plus, je vais me faire ridiculiser, donc comme j'aime bien me faire ridiculiser, alors, je reste. Bien entendu. Bien entendu, vu que j'ai des questions, etc., je ne participe pas au choix du pilote que l'on devra regarder. J'ai donc ici un super boîtier que j'ai eu à Noël où il y a 500 questions sur les séries. Et oui, et des questions qui, étonnamment, sont parfois de très haut niveau. Je vais commencer par quelque chose qui est plutôt du côté de l'action et de l'aventure. Une question relativement facile. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, balance. On va essayer, ouais. Quelle est la phobie de Barracuda dans la série L'Agence Touriste? Ah, je sais. Je peux? Non, oui, faut dire comment. Il a peur de voler. C'est ça, il a peur de l'avion. Ça te fait un bon point sur 3. Voilà. Bravo. Ça marche comment pour prendre la main juste? Parce que là, j'ai parlé, mais on dit quoi? On dit son nom. Oui, on dit son nom. Okay. Oui, parce que lever la main, ça marchera pas, je ne vois personne. Sinon, tu gueules, de toute façon, on saura. Oui, j'aurai un pic dans le montage, ça va être génial. On va tous devenir sourds. C'est moi, c'est ma faute, je parle trop fort, c'est ça? Non. Pas du tout. Attention. Hop, la deuxième question, que je me trompe pas dans ce que je suis en train de faire. Science-fiction et fantastique. Je pense que ça, c'est pour Docteur Série. Peut-être, je me trompe. Quelle est la série la plus courte de la franchise Stargate? SG1, Atlantis ou Universe? Universe.
Ah bah voilà, en plus de ça, je t'ai donné un petit indice, donc 1-1. On va essayer de voir si on peut départager ça rapidement. Hop, 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 C'est le hop. premier à 2. Ah oui, effectivement. Premier à 2, hein, c'est forcément. tendu, là. Et là, je donne la bonne réponse, t'es bien dans la merde. Ah, C'est oui. ça, c'est ça. Ah, il y a le Super Banco après. Super Banco, oui. Et Camoulox aussi. Quelle série réunit Clarence le Lion qui louche et Judy la Guenon? Clarence le lion qui Qui louche. louche. Ça me dit quelque chose. Et Ouais, Judy la Guenon. Ah oui, c'est sûrement une série qui dit quelque chose. On s'en souvient pas, mais le nom, oui. c'est pas dans Friends? C'est ta réponse? Ouais, allez. Eh ben non. Merde. Clarence le lion, putain, pourquoi je connais ça? Donc c'est entre vous deux, là. Tu ne peux plus C'est- répondre, Elodie. Je triche pas, promis, je vais pas sur Il n'y a pas, internet. il y a pas du VO, tu peux pas me donner le nom en anglais parce que là, c'est les titres en anglais. Le lion qui louche. Parce que si c'était les trades en français, moi j'ai jamais regardé les séries en VF, donc je suis incapable de te dire. Hein. Bon, vu que il y a le risque de Pas une autre question là? tricherie, je vais passer à une autre question. C'était quoi la réponse? Dactari. Ah waouh, non là. Ah, j'aurais jamais trouvé. Ouais, non, moi non Ouais. plus. Quel... Attention, ça c'est très franco-français. Aïe. Quel président de la République a été à l'origine de l'Instit sur France 2? Chirac? Non. Non, c'est Mitterrand. 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 Ah voilà, donc c'est Docteur Série qui gagne. Mitterrand qui demandait justement une petite série. Je vais essayer de retrouver la petite information qu'il y avait là-dessus, parce qu'en plus de ça, on a des petites anecdotes assez sympathiques. Hop, que je ne me trompe pas avec ça. François Mitterrand, donc selon le créateur de la série, le chef de l'État souhaitait une production avec une forte dimension républicaine pour freiner la montée du Front National aux élections. Voilà. Et donc Gérard Klein a conservé ce rôle pendant 11 ans. De 96. En sérieux, contre le Front National, ils avaient pas mieux que l'Instit? C'est vrai. Putain, les mecs, je te propose un reboot de l'Instit, c'est le moment là, hein, sinon ça va mal finir. Alors, Docteur Série, tu as donc gagné. Quel est, pour nous, le pilote de série que tu veux que l'on revoie? Alors, Elodie, je vais te donner Dr Doogie. D'accord. Je note. Pour Monsieur Série, Ah, j'ai peur. Psych. Ah, mais attends, je connais la série par cœur. Ça va être C'est génial. vrai. J'adore cette série. Peut-être que maintenant tu vas la détester. Ah, ouais, j'accepte. Si c'est le premier choix, Psych, ouais, oui. Peut-être que je vais détester. Ça m'étonnerait très fort. Je vais pouvoir c'est une occasion de pouvoir parler de Psych alors que c'est terminé depuis un petit moment maintenant. Bon, voilà. On a, je pense, réussi à tenir dans un timing un peu plus serré qu'avant. Merci Pierre d'avoir accepté l'invitation. J'ai fait faire du Lusatech de ce podcast, d'avoir Merci. tenu jusqu'au bout. Merci. Pour ta lessive, je suis désolé si ça sent un peu l'humidité maintenant. Ouais, ils sont un peu en boule, je pense, dans le tambour là, mais on va s'en occuper. Merci Elodie, encore une fois, d'être fidèle au poste. Mais merci à toi. Et merci à Docteur Série avec le décalage horaire du Canada. Merci à vous encore. Toi, pour tu vas pas aller te l'invitation. coucher alors que nous presque. Non, mais moi il est 4h30 là, donc moi je suis encore chaud la patate, je vais faire plein de choses. Moi. C'est parfait. J'ai des cookies. Je vais faire des cookies pour tout vous dire. Je vais dire pour tout le monde. Vas-y. On attend, nous. Ah, Alors- les cookies brisure de chocolat, voilà, j'en dis pas plus. Alors, on va terminer sur un truc qui ne changera pas. C'est le mot de la fin. Un seul mot. Pierre. C'est Ah. pas mon mot. Hein. Non, mais je réfléchis. Le mot de la fin, douceur. C'est tout ce que je vous souhaite pour 2016. Et ça marche pour les séries aussi, parce que j'ai moi une relation aux séries qui font que, pour ça par exemple que j'aime beaucoup The Leftovers, j'aime ces séries qui nous enveloppent et qui nous font sentir, même si c'est dans la mélancolie ou la tristesse, quelque chose de doux. Donc c'est tout ce que je vous souhaite pour 2016. J'ai triché parce que j'ai dit bien plus qu'un seul mot, mais n'en gardez qu'un, ça sera douceur. Très bien. Elodie. Grenouille. Ça Il continue. n'y a pas de raison particulière. Non. Docteur Série. Aigri. Je le sentais, je le savais. Ça c'est un peu de la private joke. Bon, et moi je vais utiliser reboot, hein, parce qu'on entend un peu trop.
Encore merci. On peut retrouver donc Pierre Langlais sur Twitter avec donc @Mister Série, MR Série, et surtout sur Télérama. Je pense que je ne me trompe pas. Ouais. Elodie sur lesérigraphe.com avec c'est un underscore avant ou après, je sais plus. C'est après. C'est après, donc @lesérigraphe_ et Docteur Série, Docteur Série que sur Voilà. Twitter. Ou au Canada pour des cookies ce soir, comme vous voulez. Et au Canada, donc prenez le billet. Et donc moi-même, Monsieur Série sur monsieursérie.com. Et sur Monsieur Série, Monsieur Série sur Twitter et Facebook. Merci à tout le monde. Bonne année encore et bonne série. Bye bye. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Et si moi j'ai pas du tout envie de vous écouter, vous faites comme vous voulez. Ah mais moi, franchement, je serais nous? Non. Je serais vous, je vous écouterais. Voilà. Non, elle me fait chier, cette phrase. Moi je serais vous par contre, je foutrais le camp. Parce que je préfère jouer carte sur table avec vous. Là vous êtes à 2 doigts du cachot. Mais nous, on venait juste plaindre, là. Oui mais ça change rien au cachot ça. Vous seriez venu m'apporter des tartines, c'est pareil. J'ai pas envie de voir vos tronches.